Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie. Ça fait maintenant 9 semaines que la saison NFL est lancée et depuis un tout petit épisode de la Distillerie. Alors il fallait faire quelque chose, il fallait changer quelque chose pour vous offrir plus de contenu et je ne pouvais pas le faire tout seul. Alors vous verrez qu'à partir de cet épisode, on a une petite équipe de quelques personnes de plus pour m'aider en termes de contenu et puis aussi et surtout pour essayer d'apporter des débats un peu plus intéressants qu'un mec qui fait un monologue tout seul pendant 40 minutes comme j'ai pu le faire dans le passé. Donc voilà, on a un épisode spécial mi-saison. En quelque part, on est en 9e semaine à la bye week. On a un peu plus de matchs après la bye qu'avant. Mais disons qu'on a fait un petit bilan de mi-saison. Les joueurs qu'on a particulièrement aimés, ceux qui ont encore un petit peu de travail à faire. Et puis on s'est un peu projeté vers l'avenir aussi avec le match de ce week-end face aux Commanders de Washington. Je vais faire une intro très courte parce que comme d'habitude, l'épisode est bien plus long que prévu. On avait beaucoup de monde qui avait beaucoup envie de parler. Donc voilà, je vais me taire, je vous laisse écouter tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dans ce nouveau format de la distillerie. À bientôt. On s'est bien reposé cette semaine avec une petite bye week pour nos Steelers. Un repos bien mérité, mais aussi un repos sympa avec un bilan de 6-2 avant cette bye week. On va discuter de tout ça. A priori, c'est un début de saison que je qualifierais de plutôt positif, mais regardez, je ne suis plus tout seul sur ce podcast. J'ai Thomas et Polo avec moi pour en discuter. On va parler un petit peu de ce début de saison, de nos opinions sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Puis on enchaînera avec quelques détails sur les trades qui se sont passés le jour de la deadline. Et puis on va se tourner un peu vers le futur proche avec le match contre les Commanders et le futur un peu plus lointain avec un horizon sur la saison à venir et ce qui ferait de cette saison une réussite pour les Steelers. Thomas, Polo, comment ça va? Vous êtes bien reposé pendant cette bye week? Ça va. Bonjour Romain, bonjour Polo, bonjour à tous. Ça va, on s'est bien reposé. Hâte que nos Steelers reviennent sur le terrain. Salut Romain, salut Thomas, tout va bien. Tout va bien? Super. C'est vrai que c'est calme un dimanche dans Steelers. C'est trop calme. C'est fade, c'est trop fade. C'est trop fade. On a vraiment hâte, surtout après ce début de saison. On a vraiment hâte de voir un peu ce que ça peut donner parce que là, ça nous met un peu l'eau à la bouche, tout ce début de saison. C'est vrai. Avec vraiment pas mal de choses intéressantes qu'on a vu beaucoup d'espoir. La trade deadline qui tombe là il y a quelques jours, avec quelques moves qu'on espérait qu'arrivent, Plus actif qui que peuvent prévu, aussi ouais. laisser exactement, qui peuvent aussi nous laisser entrevoir quelques belles choses. Donc on a C'est vraiment vrai. hâte qu'ils reviennent sur le terrain. Et Polo, je vais balancer des infos sur toi d'entrée. Un week-end à Pittsburgh, sans match des Steelers. Est-ce que la ville est morte? Bah non, là, t'as les Pingouins, là. T'as Pete qui jouait aussi samedi soir et qui se sont fait détruire, première défaite de la saison. Ouais, j'ai vu passer ça, Non, non, effectivement. t'as... Et Il y a encore bah, des choses à faire à Pittsburgh. ouais, je passe plus beaucoup de temps dans le Southside, c'est là où il y a tous les bars. Mais je suis sûr qu'il y avait du monde dans le Southside samedi soir ou vendredi soir. Voilà. Comme ça, on balance aussi qu'on est une petite équipe de vieux. Pour les gens qui nous regardent, Polo est à Pittsburgh, hein, pour information, c'est un Français expatrié. C'est ça. J'y suis depuis Exactement, exactement. 2016. Il y a eu des hauts et des bas pour les Steelers depuis 2016. Mais d'ailleurs, cette saison, est-ce que ça va être un haut ou un bas? On est donc, comme je disais, à 6-2 à la bye week. Euh, je, je vais donner mon point de vue d'abord, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Euh, je pense que 6-2 avant le début de la saison, 6-2 à la bye week, on aurait sans doute signé. En tout cas, pour moi, je pense que ça aurait été une signature un peu conservatrice parce qu'en regardant le calendrier, on s'est dit les 8 matchs sont abordables, les 8 matchs sont jouables. Je pense que si on est arrivé à 6-2, j'aurais pas imaginé que ces victoires et ces défaites auraient été contre ces équipes-là, mais j'aurais signé pour un 6-2. Je pense qu'à partir d'un 5-3, il y aurait eu de la déception, mais potentiellement un peu d'espoir selon la physionomie du début de saison. Au-delà de ça, ça aurait été déçu parce que première moitié de saison abordable sur le papier, deuxième partie beaucoup plus compliquée. Mais là, on est à 6-2 et puis il y a aussi une chose qui est positive, deux choses qui sont très positives, c'est qu'on enchaîne 3 victoires de suite pour arriver en bye week et que Russell Wilson revient, redonne un petit peu d'espoir dans cette attaque et gagne ces 2 matchs. Donc c'est vrai que c'est un 6-2 qui me paraît plutôt enthousiasmant maintenant tout de suite, même si effectivement les deux défaites qu'on prend paraissent évitables. Est-ce que vous me rejoignez? Est-ce que vous avez des opinions un peu plus optimistes, un peu plus négatives que moi?
Vas-y, Thomas. Bah écoute, moi en fait c'est assez paradoxal ce que je vais dire parce que un 6-2 effectivement j'aurais signé comme je suis comme toi, je pense que j'aurais signé de suite parce que on a quand même nouveau cordeau offensif, nouveau changement de la quarterback room complète, remaniement complète de la ligne d'attaque, peut-être une faiblesse un peu identifiée déjà au poste de receveur. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de questionnements qui faisaient qu'on pouvait se douter que notamment sur la ligne d'attaque et sur l'attaque, maintenant avec la NFL vraiment qui base son jeu sur le heavy air pass offense, et du coup avec une attaque plutôt conservatrice, un ancien style, on pouvait se douter, enfin on pouvait craindre un petit peu un grippage un petit peu de notre équipe, et puis voilà, donc ça c'est plutôt positif parce que du coup 6-2 avec ce style-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui fonctionnent, et c'est d'autant plus positif qu'on a eu quand même je trouve qu'on n'a vraiment pas été épargné sur les blessures, notamment sur la ligne d'attaque. C'est vrai. Et quand tu sais que le football se gagne dans les tranchées, hein, c'est ça la base du foot, qu'on joue de la passe ou de la course. Donc voilà, donc malgré tout, arriver à faire 6-2, c'est très très positif. Le petit bémol que j'y mettrais quand même par rapport à ça, c'est que on fait 6-2 en perdant deux matchs de 3 points contre des équipes qui étaient quand même largement abordables. Et je pense C'est qu'on est sur ça. un 6-2, mais que le 8-0 était finalement pas si loin que ça. Et du coup, tu peux avoir une espèce un peu d'amertume par rapport à ça. Ça reste chipoté, mais je pense que ces deux matchs-là, on doit pouvoir les gagner. Et on les gagne pas. Et peut-être que maintenant qu'on est à 6-2, ça va, mais à la fin de la saison, peut-être ces deux défaites, peut-être pourraient nous coûter, tu vois, une place en play, enfin Oui, un field advantage toute la c'est saison sur vrai. les C'est vrai. playoffs. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis sur les deux défaites. Non seulement c'est 3 points à chaque fois, mais surtout c'est contre Mm. deux équipes qui sont avec des bilans négatifs maintenant. Je pense qu'on s'attendait peut-être pas à ce que les Broncos, par exemple, aient un bilan Ouais. positif. C'est le cas. Donc c'est un peu ce que je Mm. disais avant, que peut-être que les victoires défaites, on les aurait pas attribuées à ces matchs-là. Mais ouais, tu as complètement raison. Et puis aussi, voilà, comme tu dis, les blessures sur la ligne offensive, je ne sais pas si on a aligné la même ligne sur 2 matchs de suite. Donc c'est un point très très Et Il y a, important. il y a une autre chose d'ailleurs pendant que j'y suis, il y a une autre chose qui est un peu décevante, c'est qu'on se retrouve aussi à n'avoir joué aucun match de division. Et donc Ouais, voilà. Donc en fait, c'est 6-2, il est tout à fait enfin, il est relatif parce que ça peut très vite. On a joué aucun match contre les adversaires de la FC Nord, et du coup, tu peux te retrouver très vite dans une position où tu vas devoir aller chercher, je dis n'importe quoi, on le souhaite pas et ça n'arrivera pas, mais tu perds un match contre les Ravens et tu peux par exemple te perdre la tête de la division, te retrouver dans un match, dans une course où les deux défaites pourraient coûter cher à la fin. c'est vrai. Polo, qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, j'allais dire la même chose, les deux défaites, le scénario des deux défaites, c'est dommage, on n'était pas très loin des 8-0, mais de toute façon, l'objectif, je pense, avant le bail, c'était de prendre le maximum de victoires, parce que derrière, le calendrier se corse. Donc, bon, 6 victoires C'est sur ça. 8, euh, tu te positionnes quand même plutôt bien sur le reste de la saison. Voilà, bah, maintenant, c'est maintenant que ça se joue, Ouais. hein, Hmm. Ouais, c'est vrai. Ah, et puis comme on disait aussi, hein, effectivement, hein, une défaite contre les Ravens, ça suffit à perdre la tête, mais ça veut dire que la tête, on l'a. Hmm. Donc, quelque part, quoi qu'il arrive, destin entre nos mains. Voilà. Si on bat les Ravens, il n'y a aucun scénario dans lequel, évidemment, il faut qu'on gagne le reste, hein, mais si on gagne tout, il passe pas devant. Après, il C'est y a vrai. quelque chose de très Steelers quand même dans cette saison, et je crois que j'en avais parlé dans l'épisode avec Laurent Verne avant le début de la saison. C'est qu'on gagne vraiment jamais plus de 3 matchs de suite, hein. Bon, à part la saison du 11-0, c'est quand même un truc très Steelers de Tomlin de faire 3 victoires de suite et peu importe l'adversaire après, boum, on perd. Et là, on vient d'enchaîner 2 fois 3 victoires de suite avec un gros trou d'air au milieu. C'est ça qui m'inquiète un petit peu pour le match de ce week-end. L'autre truc C'est aussi, vrai. c'est que l'attaque aussi, on commence à mettre plus de points. On a eu quoi, deux matchs à plus de 30 points. Le troisième, Oh là là, on était proche de la barre des 30. Donc ça donne quand même incroyable. des espoirs pour le reste. La défense qui tient bon. Voilà, je pense qu'on a quand même des raisons d'être optimiste pour le reste de la saison. C'est Mais vrai. c'est, Et puis on joue Verra. les deux derniers matchs, pour moi, ils ont quand même une saveur un peu particulière par rapport. Enfin, je les ai regardés avec un œil vraiment plus pointu parce que c'est le retour aux affaires de Russell Wilson. Même si Field a fait un très bon intérim, on en parlera probablement, mais voilà, Russell Wilson, ça te change, ça te change complètement l'attaque. Et avec un Russell Wilson qui
tu sens qu'il y a encore des réglages à faire. Tu sens que malgré le fait qu'on mette des points, tu Bien sens que ça sûr, c'est grippe un normal. peu. Il a mis un carton, voilà, et c'est normal. Il a mis un carton lors de son premier match où il a été catastrophique, où j'ai commencé un peu à flipper. Je me suis dit, waouh, tu vois, ça va être vite, il va prendre la pression par rapport à la comparaison avec Justin Fields, etc. Puis finalement, il est vite revenu aux affaires. Et sur le dernier match, bah, ce qui coince un peu, c'est la red zone. Parce que sinon, on leur met 15 points de plus, je pense. Donc, Ouais. donc, Et Ouais, euh, avec une penalty, donc, euh, question de tout à fait, pénalité dans les la fautes, red tout à zone. fait. Mais Mais justement, juste, voilà, Thomas, juste l'efficacité. puisqu'on rentre dans le détail des joueurs, je vais te donner la parole. Tu nous as préparé un petit top flop de ce début de saison. On t'écoute. Ouais. Je vous ai préparé un petit top flop, mes trois tops, mes trois flops. Par rapport à ça, je vais donner à chaque fois une petite explication, puis vous me direz si vous me rejoignez ou pas sur le sujet. Je vais commencer par les trois flops. Alors il y a deux, pour moi il y a pas il y a un gros flop pour moi, et après les deux autres flops c'est subjectif. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de joueurs qui sont vraiment complètement passés à côté de leur saison pour le moment. Mais je vais vous donner pour l'instant les deux premiers qui, à mon sens, par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux, déçoivent. Et c'est relatif parce que c'est par Aïe. rapport à ce qu'on attend d'eux. Le premier, pour moi, qui est on va dire le plus discutable des deux, c'est Minka Fitzpatrick. Parce que Minka Fitzpatrick, ça fait 2 ans que donc à ce poste de free safety, alors qu'il était quand même ce qu'on appelle un ball hawk, c'est-à-dire un gars qui va aller voler des ballons. Bah ça fait 2 ans enfin ça fait 1 an et le début de cette saison-là, où finalement il attrape aucune balle, quoi. Il nous fait aucun turnover sur les interceptions et il nous avait pas habitué à ça. Il avait fait quand même 2 saisons à 5 et 6 interceptions. C'est un joueur qui a pâti l'année dernière de l'absence dans le backfield d'un deuxième safety, on va dire, qui l'appuyait ou qui le libérait de certaines tâches, et il avait été utilisé un petit peu à contre-emploi l'année dernière, notamment dans la boxe, Exactement. Ouais. notamment pour couvrir les tight ends, etc. Des choses qui sont d'habitude plus dédiées pour un poste de strong safety que lui qui est un poste de free safety. Mais cette année, c'est pas le cas. Il a un safety à côté de lui, on en reparlera, qui est plutôt efficace. Et malgré tout, il arrive toujours pas à être game changer. Et quand tu payes un joueur 18 millions, comme Minka Fitzpatrick, parce que c'est son contrat cette année, je pense qu'on est en mesure d'attendre un petit peu de lui. Alors c'est peut-être un peu dur que dire que c'est un flop, parce il fait toujours le taf, il joue, etc. Mais je pense qu'un gars à 18 millions dans une équipe, c'est un gars qui doit te faire gagner des matchs. Et pour l'instant, Fitzpatrick cette année, je trouve que il est un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre de lui. Ça, c'est le premier joueur, mon premier, entre guillemets, flop. Le Thomas, deuxième, je te coupe sur vas-y. Minka, du coup. C'est intéressant que tu en parles parce que c'est depuis quelques jours que je vois un peu passer ce genre de discussion sur Twitter, effectivement, de gens qui disent ben, Minka, il est un peu porté disparu. Et Mhm. c'est intéressant que tu le mentionnes parce qu'en plus, toi, tu as coaché du foot US et ce que j'ai toujours en tête sans vraiment être allé regarder les matchs après coup pour identifier ça, c'est que les Steelers sont l'équipe qui est quelque part la plus prévisible en NFL en termes De de couverture schéma défensive. défensif. On est sur du Oui. cover 3 dans plus de 50% des cas, on fait quasiment que ça. Ce qui veut dire bah, que Wei Minka est vraiment isolé et un petit peu ce rôle, bon voilà, va aider là où tu peux, là où voilà. Là où tu Et sens est-ce que surtout, c'est un aussi, joueur qui a de l'instinct, tu vois, c'est un joueur qui a de ouais, l'instinct et qu'on libère du coup des tâches de couverture tight end pour justement pouvoir lui dire, bah écoute, vas-y mec, va chercher les ballons sans le jeu. Et mais malheureusement, ça fait 1 an et demi, ça coince. c'est vrai que niveau stats et splash play, ça manque. Mais du coup, là où j'en venais aussi, c'est est-ce que le fait qu'on soit si prévisible défensivement fait que les équipes peuvent se dire, bon, on va éviter les passes longues vers Minka parce qu'on sait qu'il y a un gros risque et on va utiliser beaucoup plus le milieu du terrain sur ces 5-20 yards. J'ai pas regardé les stats, hein, c'est vraiment de tête que je dis ça. J'ai l'impression qu'on est assez exposé avec le schéma défensif de toute façon dans cette zone-là, mais peut-être c'est encore plus privilégié par les adversaires parce qu'ils savent qu'il y a Minka derrière et que si ça lance trop long et que c'est pas très précis, il y a un danger de turnover. Oui, je pense qu'effectivement, ce qu'on peut pas lui enlever et qui est difficilement mesurable, c'est son air de dissuasion entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on sait très bien qu'il faut pas aller jouer dans sa zone parce que si tu joues un duel deep middle, ben c'est quelqu'un qui va être là et avec la qualité de ses mains, la détente, la lecture, c'est quelqu'un qui va te voler la balle. Donc effectivement, c'est une donnée qu'on n'a pas. On sait pas dans quel degré de proportion il C'est dur force à les équipes mesurer, à ouais. jouer ailleurs, quoi. Exactement. Mais si tu veux les années d'avant,
si tu veux, il a pas flambé une année. Il y a plusieurs années où il a été bon. Et je pense qu'un bon coordonné offensif, au bout de 5-6 matchs, je sais parce que c'est ce que je fais, au bout de 5-6 matchs, tu identifies très rapidement à la vidéo quel joueur est dangereux. Donc je pense que si pendant 2-3 ans, malgré tout, il a performé, il a fait de la stat, c'est qu'il avait cette C'est capacité à vrai. aller chercher la balle et à s'ajuster. Et j'ai l'impression qu'il l'a un petit peu perdu, ou en tout cas les gens vraiment se font un no man's land sur sa zone et se disent allez, on joue plus du tout de ce côté-là et on va les jouer ailleurs. Peut-être, et ça je pense qu'on ça peut se voir notamment au niveau des stats des autres DB, on en reparlera un petit peu après. Oui, c'est intéressant. Je te laisse enchaîner avec ton deuxième Ouais, flop. bah, le deuxième, pour moi, encore une fois, on est sur quelqu'un qui déçoit par rapport à ses attentes. C'est Patrick Quinn. Patrick Quinn, il est signé l'été dernier en provenance de vous savez qui. Oui. Et en l'occurrence, c'était un joli pied de nez. Mais pour l'instant, moi, je dois avouer que je reste un petit peu sur ma faim avec Patrick Quinn, même si, et j'apporte quand même un bémol là-dessus, je trouve que les 2 derniers matchs, je les trouvais bien meilleurs, notamment dans le side-by-side, enfin le fait de vraiment de coulisser, de couvrir l'intégralité de la largeur du terrain. Mais pour l'instant, je trouve encore une fois que pour un joueur qui est, lui, je crois qu'il signe à 13 millions l'année, il me semble, chez nous, pour un joueur qui signe à 13 millions, on peut aussi, et qui est capitaine de ta défense, hein, parce que c'est lui qui a le green point, Le Green Dot, ouais. ouais, je pense qu'on peut attendre mieux aussi d'un joueur comme ça, peut-être plus de présence, notamment dans le jeu de course, dans la Ouais. boxe. Et voilà, je pense que on peut attendre plus de Patrick Quinn. Et je suis un petit peu déçu on va dire, de son apport statistiquement parlant. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est moins récent. Je pense que Polo, tu as pu le sentir aussi depuis un petit peu le début de la saison, que les attentes étaient très très fortes sur Patrick Quinn et qu'il a mis un petit peu de temps à se mettre en route, partant du principe qu'il s'est maintenant mis en route, ce qui reste à prouver. Mais quand tu as fait ton commentaire sur Minka. Fitzpatrick, j'allais dire, j'ai vu ce débat également, et je trouve que les deux, j'ai un peu de mal avec les deux parce que je trouve que quand même, je pense qu'au niveau leadership, préparation, enfin, on parle quand même d'une défense qui est la troisième, une des meilleures défenses de la ligue. Et pour moi, je pense que les avoirs sur le terrain, je pense communication, etc. euh, je pense que ça joue quand même. Et Oui. c'est pour ça que je trouve que globalement, juste parce que bon, ils ont pas forcément les un ou deux stats qui sont un peu flashy, je pense que quand même ça joue quoi. Ils sont aussi, c'est deux joueurs qui sont aussi beaucoup responsables du fait que c'est une des meilleures défenses de la ligue. Ouais, je te l'accorde, un Polo, je suis Ah, c'est complètement d'accord intéressant. avec toi. Après, c'était vraiment, moi, c'était quand je parle de ça, c'est vraiment parce que, si tu veux, quand j'ai dit c'est des flops, pour moi, tout est relatif. C'est-à-dire Mhm. que c'est sur un apport visuel extérieur qu'on voit ça. Il est évident que ce sont tes piliers, c'est deux des quatre piliers pour moi de cette défense. Et il est évident que je pense qu'ils ont un apport sur le terrain et notamment aussi dans l'encadrement des jeunes recrues. Je pense à Wilson, je pense à Herbig, je pense à des gars comme ça, à Joey Porter Jr., qui sont évidemment encadrés par ces gars-là et leur apprennent le job. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, peut-être qu'on peut espérer pour des joueurs comme ça qui viennent apporter peut-être ce pourquoi vraiment on va aller chercher. C'est un peu plus malheureusement de stats, quoi, tout simplement. Je te laisse enchaîner Thomas avec avec le troisième flop, sinon on va faire un épisode Ah, entièrement top flop. ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Alors le troisième, pour moi, là, on est quand même plus vraiment sur un flop sportif. Je vais parler de Broderick Jones parce que Broderick Jones, pour le moment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors pour le coup, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est un poste, c'est le poste auquel j'ai évolué spécifiquement le sien toute ma carrière quasiment. Et je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va pour le moment chez Broderick Jones. Alors, il y a encore des motifs de satisfaction, enfin des motifs d'espoir plutôt que de satisfaction parce que c'est quelqu'un qui est baladé sur son poste, qui a subi une blessure au coude, et quand tu sais que ton punch sur ton kick and slide, sur ta protect de passe, c'est super important. Tu peux te dire, bon, il est peut-être un peu diminué, il a un poste entre guillemets qui est pas le sien. Mais enfin, pour un gars qui est choisi au 14e pick, au premier tour, tackle offensif qui sort de Georgia, qui est une excellente école, dans les linemen offensifs, je pense que là, pour le coup, c'est même pas une question de leadership ou de quoi que ce soit, comme disait Polo, c'est là on est vraiment sur un manque de performance sportive et c'est assez inquiétant parce qu'il est vraiment battu en plus sur ses forces qui sont c'est quand même un mauler, un gars qui a une grosse résistance physique et je l'ai vu se faire enfoncer des fois, notamment contre les Jets, se faire complètement enfoncer une porte de Les saloon et pénalités ça, aussi.
Et les pénalités, les Les fautes, il nous coûte pénalités, bien 2 sûr. TD. 2 TD, c'est beaucoup trop faible. Donc j'ai encore espoir que, parce que c'est un joueur qui a 2 ans, qui performe. Mais pour moi, pour l'instant, c'est le vrai flop sportif sur le terrain. Je pense que celui-là, c'était peut-être D'accord. le plus attendu et le plus évident. Ouais. Et du coup, ça C'est pour ça que permet j'ai de fini lancer, par de faire celui-là. ça fait une petite assist facile à Fab qui nous a rejoint. Voilà, Bonsoir, bonsoir. salut Fab. Niveau flop, Broderick Jones, un petit peu Non, je suis évident, non? d'accord, je suis d'accord. Ouais, non, évident, c'est clair. Puis, moi, c'est dans sa mentalité. Après, enfin, je le suis comme nous tous. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas s'il bosse à 100%, s'il a 100%. Il y a des trucs des fois où, Devin Bush, à un moment donné, quand on parlait, on voyait des trucs où il y avait un peu des red flags dans son attitude, dans son body language, dans ses trucs. Et je sais pas, je retrouve un peu. Moi, Ouais. c'est un joueur que j'attendais beaucoup aussi. Et des fois, je retrouve un peu de nonchalance ou un truc où je me dis, bah, est-ce que pour tu sais, ce niveau-là, vraiment cette excellence-là, est-ce qu'il est capable encore? Ouais. Encore une fois, après, il est jeune, vous avez 100% raison, ça fait que sa deuxième année, et, il peut grandir. Mais ouais, il y a des trucs pour l'instant où c'est des petits red flags qui Ouais. font me poser question, en fait. C'est exactement ce que je voulais ajouter à ce que Thomas disait sur le côté technique. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est le côté mental. On a vraiment Oui, l'impression là, que ouais. depuis deux, trois matchs, il lâche complètement. Tu le vois répondre à des mecs sur Twitter et ce genre de choses. Et ça sent le début de la fin et c'est beaucoup trop tôt. Voilà, Ouais, exactement. milieu de deuxième saison, c'est dommage, c'est dommage. Il y a les qualités physiques, elles sont là, c'est certain. Comme disait Thomas, le fait d'être baladé à gauche, à droite, un coup tu partages ton temps, un coup t'es que à gauche, un coup t'es que à droite, c'est un enfer, c'est sûr. Mais voilà, le fait qu'en plus il n'arrive pas à résister à ça mentalement, ça me fait peur pour la suite. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur Broderick Jones et qu'on peut enchaîner avec les tops, sauf si Polo, t'as un truc à rajouter en plus. Non, non, rien à jeter. Ok, Super. Thomas, alors soyons les trois positifs. tops, ouais, ça a été dur de choisir trois tops parce il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je vais donner juste quelques petites mentions honorables parce que c'est des mecs que j'aime citer et je pense que ça aurait été intéressant de les avoir. Ils auraient pu les citer, mais je vais citer évidemment TJ Watt parce que l'air de rien, il fait quand même une très grosse saison. Évident. Je l'ai pas mis dans les tops même Taulier. si ça pourrait être une évidence, mais je l'ai pas mis dans les tops. C'est quelqu'un qui est cheap le plupart du temps. J'ai vu, c'était un jeu sur trois, il est cheap, c'est-à-dire il est bloqué par un deuxième joueur avant son tracé, ce qui casse le timing de pass rush. Donc voilà, on aurait pu mettre TJ Watt. C'était un choix un peu trop évident, je l'ai pas mis, mais évidemment qui fait une très Ça grosse se tient. saison. Ouais, et j'aurais aimé aussi mentionner Dan Moore parce que je trouve que Dan Moore c'est un gars qui chaque année performe, chaque année on l'attend pas, on se dit que c'est le maillon faible de la ligne d'attaque et au final chaque année il est là, il augmente son level de jeu systématiquement sur un poste de tackle gauche dont on sait que c'est un poste qui est compliqué. Et ce gars-là, il franchit les étapes une par une, petit à petit. Et c'est le seul joueur de ligne d'attaque qui a disputé quasiment tous les snaps. Il sort un jeu ou deux, je crois, sur une petite blessure au dernier match. Mais bon, voilà, c'est le seul gars qui reste, qui a fait toute la saison sur tous les matchs, qui a starté tous les matchs. Donc voilà, c'était une petite aparté. Voilà. Sur Thomas, les trois. Ouais. en tant qu'homme de ligne offensive, je m'attendais vraiment à voir Dan Moore dans le top 3. Le voir Ben, juste lâcher à la quatrième place, là, c'est Ouais, décevant. j'avoue, j'ai hésité, mais en fait, c'est tellement difficile comme j'ai hésité également avec Zach Frazier que j'ai trouvé très bon, mais dont la blessure permet pas vraiment de rentrer dans ce top. J'ai préféré mettre des gens qui ont eu peut-être un impact statistique, on va dire, ou visuel plus évident, parce que l'apport d'un lineman d'attaque est toujours très dur à quantifier, et C'est vrai, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables. Mais effectivement, ne m'en veux ça pas se si tient. Dan Moore, si tu m'entends, ne m'en veux pas. Voilà. Il nous écoute, hein, il nous écoute très Et, souvent, Dan Moore. Il m'envoie des messages. eh ben Mais je crois écoute, qu'il est en fin de contrat. voilà, Il est en ouais. fin de contrat cette saison, hein. Bah j'espère Ça qu'il doit être sera sa quatrième signé. saison, ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est sa quatrième saison et donc j'espère qu'il sera signé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va aller chercher quand même un contrat très correct parce Mhm. que c'est un joueur qui est d'ailleurs, sous-estimé. ouais. Donc voilà, On en pourrait y espérant revenir plus tard, qu'il reste d'ailleurs, chez nous. mais vu qu'on a enchaîné la discussion Broderick Jones et Dan Moore assez rapidement, il y a une vraie décision à prendre pour le staff et pour Ouais. le front office qui, je pense, n'anticipait pas d'être dans cette position. Je pense que la vision, c'était Broderick à gauche, Fautanu à droite.
Et Dan Moore, merci pour vos services et à bientôt. Ouais. Et là, finalement, la décision va être, risque d'être différente. Mais bon, je Ah, pars sur un autre sujet, ça alors va que être je dis dur qu'il faut enchaîner plus vite. ça va être dur de libérer Dan Moore, hein, je pense, hein, mais bon, on verra bien. Ouais, Euh, complètement. Top donc 3 du pour coup. moi, ouais, deux petits sur les deux suivants, je les ai mis à égalité. Le dernier est un peu particulier, mais sur les deux suivants, je les ai mis à égalité. Vous allez me dire quel des deux vous préférez. Il y en a un côté Ça sent défensif, le un long côté snapper. non, Pardon. non, non. Un côté offensif, un côté défensif. Je vais parler défensivement de Deshaun Elliott parce que pour moi, c'est un joueur qui a apporté énormément cette année aux côtés de Minka Fitzpatrick. C'est quelqu'un qui a stabilisé le backfield défensif. Alors, la paire de corners est aussi très bonne, mais je trouve que dans son apport dans le jeu de course, dans la boxe, il fait vraiment, je trouve, le parfait complément de Fitzpatrick pour le moment. Et il fait un peu tout je vais pas dire le sale boulot, mais il fait tout le boulot où on va aller dans la boxe, on va les couvrir, on va les plaquer dans la boxe, un peu comme faisait à l'époque, j'ai perdu son nom, celui qui est parti aux Bengals, le Nickelback, qui était Ne parlons undrafted. pas de Mike Hilton. Voilà, j'ai Mike dit le Hilton, nom, merci. plus jamais. Voilà. Non, Voilà, bah non. donc il me fait un peu penser à lui dans sa capacité à aller chercher les coureurs dans la boxe. Il couvre très bien les tight ends, donc je trouve que c'est un apport qui est vraiment conséquent pour un joueur pareil. C'est comme Dan Moore, c'était un mec qui était pas flashy, pas bling bling. T'avais des Justin Simmons, t'avais des mecs comme ça qui étaient sur le marché. On est allé chercher ce Ouais. gars-là qui venait des Dolphins, je crois, et je trouve qu'il répond très très bien aux attentes qu'on pouvait attendre de lui. C'est accessoirement, je sais pas si vous suivez les stats, mais c'est le meilleur plaqueur de notre équipe. Voilà, avec un 58 plaquages, il me semble, c'est ça, je me suis pas trompé, Aussi parce 58 qu'il en plaquages. rate quasiment aucun. Il en rate aucun. À ça, il rajoute quand même pour la petite anecdote 4 passes défendues, une interception, 2 plaquages pour perte, un fumble causé, un fumble recouvert. Donc on est quand même sur des stats très correctes pour un strong Ouais. safety. Donc voilà, ça pour moi c'est on va dire mon top défense. Et ensuite je vais parler en top offense. Alors peut-être vous voulez réagir sur Deshaun Elliott si quelqu'un a un petit mot à Je dire. pense que sur Deshaun Elliott, je parle un peu pour tout le monde et je pense que tous ceux qui écoutent le podcast, tu n'auras aucune résistance là-dessus. Enfin, j'étais J'aime bien. très surpris que sa signature est passée un petit peu inaperçue. Bon, effectivement, on a dit, bon voilà, on connaît le nom, forcément, on l'a vu, mais bon, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il fasse un début de saison aussi tonitruant qu'il l'a fait. Je Ouais, suis un immense fan du joueur. J'ai l'impression que l'homme est un petit peu zinzin, mais quelque part, c'est ce qu'il faut c'est pour exactement ce jouer qu'on attend safety d'un en safety. NFL, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Mm. Donc, je Mm. pense que là-dessus, personne te contredira. Puis- Et puis je trouve qu'il met une très grosse intensité dans ses jeux. C'est quelqu'un qui tape Ouais, ouais. fort, qui punit immédiatement les receveurs quand ils attrapent la balle. Et ça, l'air de rien, dans le mental d'un receveur ou d'un tight end, quand tu sais que tu as un safety comme ça qui te punit, ça t'enlève quand même un certain pourcentage de confiance en toi et de fiabilité. Donc c'est très très bon. Et ensuite, je vais parler donc cette fois-ci en attaque. Je vais aller chercher pour moi le top de cette année et je vais parler de Najee Harris. Parce que Najee Harris, c'est un gars quand même dont la cinquième année a été déclinée par les Steelers en début de saison. Et on pouvait se demander si il allait pas un petit peu sortir du game, mentalement en tout cas, ou mentalement j'entends, hein, mentalement, s'il allait pas sortir du game, ou alors au contraire, s'il allait pas, il y avait deux possibilités. Hein. Soit il pouvait sortir, et en se disant, bon bah il compte pas sur moi, etc., etc. Soit il pouvait au contraire se dire, bon bah c'est le moment d'aller chercher un contrat, il va falloir que je prouve. Et voilà. Et il a choisi cette deuxième option, ce qui prouve quand même la résilience du gars. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de mentalité, de revanchard un petit peu, de gars qui s'apitoie pas sur son sort et qui se dit bon bah allez, je vais y aller. Et Najee Harris cette année, ben c'est quand même un gars qui marque que 2 TD, sachant que dans les stats, je pense que si ça n'avait pas été Justin Field sur le terrain, il y a de grandes chances que dans Red Zone, il ait scoré un petit peu C'est plus. vrai. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a 75 yards par match, je crois. C'est quand même quelqu'un à qui on avait promis une forte concurrence de Warren pour cette saison et on s'aperçoit que finalement, bah, il n'y a plus vraiment de concurrence. Alors oui, John Warren a été blessé et peut-être que forcément ça a joué, mais enfin c'est quelqu'un dont on aurait pu partager les snaps et finalement on les partage pas trop. C'est un gars qui on fait extrêmement D'autant que, confiance. sur ce point du partage des snaps, d'autant qu'on se rappelle très bien de la gestion des running backs d'Arthur Smith À à Atlanta la Atlanta, saison dernière, qui avait fait beaucoup de exactement. bruit, très partagé malgré un Bijan Robinson drafté très haut et avec beaucoup d'attentes. Tout à Et fait. c'est vrai qu'il y avait des chances que ce schéma soit reproduit, d'autant que la saison dernière, il y avait un partage assez,
comment dire, assez généreux pour Jalen Warren aussi dans le partage des snaps. A raison, hein, il avait mérité et C'est ce que j'allais dire. il a performé. Mais Et puis, et ouais, c'est un puis, bon point. Et puis cette année, Arthur Smith fait quand même venir Cordarrelle Patterson aussi, hein, Ouais. qui était avec lui au Falcon d'Atlanta. Donc on pouvait aussi imaginer que c'était un petit peu son gars sûr, un peu comme Michael Pruitt, qu'il a fait venir aussi en poste de tight end. Et donc ces gars-là allaient avoir des temps de jeu, du snap, enfin allaient avoir des snaps et du temps de jeu. Et finalement, bah c'est pas trop le cas. Najee Harris, il porte la balle, je crois, un truc comme 100 et quelques fois dans la saison. Ouais, 135 fois. Voilà, il porte la balle 135 fois. Pour information, le deuxième meilleur porteur, c'est Justin Field, avec 55 portées. Donc, on Ouais, est quand même sur. C'est quand même assez représentatif de la confiance qu'a le bonhomme c'est vrai, de son c'est vrai. cordeau. Voilà, il fait Avec, zéro fumble. Il perd aucun ballon sur cette saison aussi. C'est en 135 portées, c'est quand même honorable comme mention. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même, dans un run heavy offense, c'est quelqu'un qui a énormément carry les Steelers sur cette première partie de saison. Je pense que ça doit être Bobo, sa meilleure saison, peut-être même en termes de stats. Moi, le seul truc, peut-être le seul problème que j'ai avec Najee Harris, c'est qu'il a coûté un tour de premier round. ouais. Et quand je pense que quand tu mets sa performance par rapport à ce qu'il a coûté, voilà, moi, c'est le seul défaut. Franchement, j'aime bien sa personnalité. Euh, je, je me dis que les Steelers vont quand même essayer de le re-signer, même je pense qu'il va Il va essayer de vouloir le chercher garder. un contrat. Mais c'est la question, ça t'a coûté un premier tour, quoi. Et je pense que tu dois d'attendre quand tu dépenses un premier tour de draft sur un joueur. Je pense que tu t'attends à une plus grosse performance sur une durée, quoi. Moi, c'est dans sa lecture de jeu que je trouve qu'il a progressé énormément cette année. Il est un peu plus patient. Alors, il fait pas du Livion Bell, mais je le trouve plus patient en fait dans la lecture. Et moi, Il voit un peu mieux les ouvertures, il arrive un peu mieux à lire. Et à un moment, j'avais un truc où j'ai l'impression qu'il prenait le ballon, et c'était Monsieur tout droit. Et là, je trouve que cette année, je suis un peu plus patient, je vois un peu plus les ouvertures, je vois un peu plus les blocs. Et je trouve que de ce côté-là, il a énormément progressé cette année. Après, pour moi, il va chercher son contrat, hein. Il a compris, hein, c'est un running back. On sait que tu as une carrière qui est pas très très longue par rapport aux autres. Il faut aller chercher du cash. Là, c'était l'année où j'espère qu'on la gardera. Mais voilà, faut marquer les esprits et après prendre un gros contrat, là, on te le proposera. et puis C'est il y vrai a que le aussi une marché autre des stat. running backs en NFL depuis quelques années, c'est très compliqué. On a parlé de Le'Veon Bell. Ouais, C'était un peu l'exemple numéro un du running back qui se dit je vais lutter contre cette tendance en NFL de pas donner de deuxième contrat à un running back et qui s'est un petit peu mordu les doigts après. Il a dit quelques années après qu'il avait regretté de ne pas être resté à Pittsburgh. Voilà. Est-ce que Najee aura un peu plus la tête sur les épaules et va se dire vaut mieux un contrat bon à Pittsburgh qu'un contrat très juteux ailleurs? Je sais pas. Quelque part, la décision lui appartient et c'est son compte en banque à lui qui compte. Mais après, ouais, ça va être intéressant en tout cas, c'est sûr. alors après, je le regarde pas jouer chaque semaine, mais l'exemple James Conner, il est titulaire, il me semble, aux Cards James après Conner, son il départ. tourne très très bien Ah à ouais. Arizona. Il tourne très très bien. Je sais pas quel type de contrat il est allé chercher, j'ai pas suivi. Je sais pas si c'est Je vraiment me un gros non plus, contrat. mais Mais effectivement, tu as raison, il tourne très bien à Arizona, ouais. Après, il faut voir, hein, j'ai vu un petit peu le match justement des Cardinals cette semaine. La ligne offensive faisait un travail. Ouais, J'ai ouais. rarement Oui, vu c'est ça. solide. Alors, je sais pas si c'est tout le temps comme ça avec les cartes, je ne regarde pas régulièrement. Mais sur le carton ou deux que j'ai vu, j'étais hyper impressionné. Il y avait un boulevard à chaque fois. Ouais, ouais, c'est une bonne ligne d'attaque, les Cardinals. C'est une équipe qui est sous-cotée. C'est pareil, ils ont un Kyler Murray qui peut prendre les jambes à son cou assez vite. Donc, qui diversifie un petit peu le focus défensif. C'est une équipe aussi qui a une grosse capacité à jouer la passe avec un tight end dominant. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça favorise énormément le jeu de course. Mais bon, voilà. Et tu as raison, Fab, quand tu parles de Connor, hein. C'est peut-être le pendant positif de ce qu'a été Le'Veon Bell négativement en signant aux ouais. Jets, je crois. C'est Mais voilà, ça. moi ce que je voulais rajouter sur Najee Harris également, c'est que moi ce que j'apprécie le plus chez lui, tu as raison, hein, dans son évolution de jeu, c'est quelqu'un qui a une vision de jeu qui s'est développée, je pense, et qui est bien meilleur maintenant. Mais moi ce que j'adore toujours chez ce joueur, c'est sa capacité à casser les premiers plaquages. C'est un des joueurs qui casse le plus de plaquages et qui gagne le plus de yards après le premier contact avec le défenseur. Et ça, a l'air de rien,
dans une équipe où tu as une ligne d'attaque qui est remaniée, un peu minée par les blessures, malgré tout qui reste une heavy run offense, ben, d'avoir un running back comme ça qui tombe pas au premier plaquage, un peu à la Derrick Henry, ben je trouve que c'est appréciable, c'est appréciable. Et en plus, ça m'a tout l'air d'être quand même un très bon gars, humainement parlant. Ouais. Donc voilà, moi c'est mon deuxième top. C'est vrai. C'est vrai. Najee Harris, recordman du monde des Angry Runs pour ceux qui regardent Good Mhm. Morning Et ben Football. voilà, exactement. Voilà, c'est Mm. c'est le favori de ce segment-là. Bon, Thomas, le top 1, long snapper, Allez, punter, qu'est-ce que le tu nous as top 1 préparé? pour moi, ça va être. Alors, et justement, est-ce que vous avez une idée de qui est le top 1? Mais j'ai évité Moi, un poste dans les équipes spéciales. moi j'avais un des joueurs que j'avais, c'était Waitman, le punter. Ok. Mais c'est peut-être pas le top, mais c'est, je pense, Très bon nom. mention honorable. Voilà. Ouais, Meilleur roue de Waitman, secours de l'histoire. exactement, c'est ce que Clairement. j'allais dire. Waitman, pour moi, c'est vraiment le gars que personne n'attendait et qui, du coup, vraiment fait, comme tu dis, la meilleure route de secours. Fab, t'as une idée un peu? Pickens? Ok, et toi, Romain? Boswell. Moi, je dis Boswell. Tu vas dire Chris. Ah, The Wizard of Boz. Ok, ouais. et ben moi, je vais vous dire, pour moi, le top de cette saison, c'est Danny Smith. Voilà, je vais prendre plus large. Alors évidemment, ça regroupe. Oh, Exactement, ça l'escroc, il a regroupe. parlé de joueurs, de Ça, joueurs, de ça joueurs. regroupe. J'ai pas parlé de joueurs. J'ai pas parlé de joueurs, hein, j'ai parlé de top. C'est pas pareil. Donc, Ouais. je vais mettre Danny Smith parce que effectivement, vous avez raison tous les deux. On peut pas enlever le fait d'être allé. Tu perds Cameron Johnson sur ton premier match. Tu vas chercher Whiteman. Whiteman fait un énorme taf au punt. Dans la foulée, tu as un Boswell qui est, je crois, stratosphérique cette année sur ses kicks. Et je Ouais. vais même aller plus loin que ça. Je sais pas si vous avez vu, c'est juste une petite stat pour vous donner un peu l'impact que peut avoir. Donc, les Steelers sont la meilleure équipe sur special team de la NFL pour information. Et donc, c'est pour ça que je récompense. Dans ma tête, je récompense en top Danny Smith parce que je trouve qu'en plus c'est quelqu'un qui véhicule. Tu sens que c'est un gars qui est aimé par ses joueurs. Et On dit ça ça, pour clairement, un, oui. ouais, pour un coach, quand tu sens que t'as cette espèce de feeling avec tes joueuses, vraiment ça te fait pousser des ailes et tu sens que c'est un good guy. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour vous donner une idée sur les 4 derniers matchs, ok, les 4 derniers matchs, à votre avis, combien de points nous auront apporté les special teams des Steelers? De points Alors, au est-ce que total. j'imagine que tu comptes les points qui suivent un kick bloqué, ce genre de choses, c'est ça? Ça, c'est très difficile à. Alors, si tu bloques un kick, tu t'empêches 3 points. Non. Pour moi, c'est Ah, mais 3 points. d'accord, tu comptes ce différentiel comme Ouais, ça. bien sûr, D'accord. bien sûr. Quand t'enlèves un kick, tu bloques un field goal ou tu bloques une transfo, Ouais, pour moi, d'accord, d'accord. t'empêches 3 points. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un extra point bloqué, on a eu un field goal bloqué. Il y en a un, je crois qu'il avait été annulé. Et on a eu, j'imagine qu'il y a les points de Calvin Austin qui vont compter aussi Ouais. sur le retour. Donc ça fait quoi? 6, 9, je suis à 10. J'ai oublié quelque Peut- chose? hmm. Bah oui, Euh, vous oubliez les je- field goals quand Attends, même. attends, attends. Les Ah, tu field comptes goals, tous les c'est. Oui, field goals? Ah bah les field goals, c'est les oui. special teams aussi, les gars. Eh ouais. Ah Alors oui! attends. Alors Non, mais là-dessus, là, si je peux me on peut dire permettre, on si je peux peut me dire un permettre là-dessus, pourcentage, genre Oui, non, mais 75% des points. sinon, je crois qu'il a raté. je suis pas allé pousser la stat jusque-là, Polo, mais C'est pas possible. sinon par match, en moyenne. À votre avis, combien nous ont rapporté par mois, par match, les special teams sur les 4 Ah, derniers En comptant matchs? field Par goal match, sur les 15, par 4 entièrement. match, derniers. 15, par match. Ouais, 15, 15, 18. 17, ouais. Un truc comme ça. Ouais, Ouais, on ouais. est à Bah déjà, les 14 field points goals, par on est à match. 12. Voilà, voilà. Ouais, Ouais, on est à 14 points par c'est sûr. match. On est à 14 points par match sur les 4 derniers matchs sur les équipes spéciales, ce qu'elles nous ont rapporté. C'est énorme comme C'est statistique. énorme. C'est C'est énorme. hallucinant. Donc c'est pour vous dire le travail que fait ce gars-là. Alors oui, évidemment, il y a Boswell, il y a les field goals, on est sur quelque chose de. Mais croyez pas, les field goals, vraiment, c'est quelque chose qui se travaille, hein. Ça se travaille, et pas seulement avec le long snapper, le holder et le kicker. Toute la protection de passe, les schémas, les reconnaissances de blitz et de field goal contré, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et quand tu mets. Et j'ai pas compté potentiellement la distance de punt, les choses comme ça qui sont des valeurs très subjectives. Mais tout ce qui est field goal contré, X-point contré, punt return et les field goals, tout ça, ça rapporte environ 14 points par match. Et moi, je trouve que sur une escouade, une troisième escouade, entre guillemets, quand tu te rapportes un tiers de tes points par match, voire des fois la moitié sur certains matchs, C'est énorme. je veux dire, on n'est pas loin d'être le MVP de la première partie de saison.
C'est une belle stat. C'est une belle stat avec le seul bémol que je dirais, juste pour être chiant, c'est Vas-y, que chipote. tous les points Trop de marqués par Chris chewing-gum. Boswell, voilà, tous les points marqués par Chris Boswell. Le coach des special teams, ça pourrait être ma grand-mère. Boswell, il est tellement, voilà, tu Ouais, vois, il est-ce est que ta tellement grand-mère incroyable. Romain, est-ce que ta grand-mère Romain s'y connaît en passe protection sur les field goals? Ok, en field goal Alors, protection, parce que c'est ça la vraie stat. oui, Ok, alors ça va alors surprendre, peut-être. mais oui. Ah bon, bah ça va alors. Non mais voilà, effectivement, tu as raison, Bah, je, non, je les stats. plaisante, mais tu as dit un truc important aussi sur les field goals. Effectivement, c'est pas que Boswell. Et c'est un point en plus pour Corliss Wakeman, encore, qui est le holder et qui est arrivé. On n'a pas vu ça passer, quoi. Donc, c'est aussi un point positif pour lui. Quand tu signes Cameron Johnson en début de l'année, tu cibles un point faible parce qu'on se rappelle tous de Darwin qui était le punter et sur qui on avait drafté en plus. Donc, et tu sais que c'est une déception, tu le laisses partir. Tu vas chercher Cameron Johnson avec un gros contrat au Texan, je crois il était. Mhm. Et Ouais, premier match, il se fait un croisé. Tu te dis, waouh, la poisse. Et finalement, tu fais signer ce mec-là. Et comme tu dis, on n'a rien vu passer. Et non seulement on n'a rien vu passer, mais, mais en plus, on en est là actuellement le 6 novembre à se demander si les special teams des Steelers sont pas finalement le top des 6 premiers mois. Alors évidemment, c'est des stats globales et bon, peut-être qu'on va aller chercher ailleurs. Mais c'est pour vous dire l'apport que quand même qu'elles ont sur notre équipe et le taf qu'a fait Danny Smith avec ces gars-là, quoi. ouais. Et c'est une belle stat et c'est une belle idée de mentionner Danny Smith, même si tu nous as un peu escroqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il commence à être connu au niveau de la ligue. Je pense personnellement, je connais pas le coordinateur des special teams Nulle d'une autre part. équipe en NFL, mais on commence à voir un petit peu à l'échelle nationale de voir Danny Smith un peu partout, donc c'est assez cool. Ouais, Polo, puis je Fab, te dis, est-ce qu'il tu y a des sens que c'est un Puis bon noms? c'est gars. drôle, il est chez nous depuis Vas-y, Fab. 2013 en fait. Ça fait longtemps qu'il est Ça chez fait nous. longtemps? Oui. Moi, cette année, ça fait l'année où d'un coup tu le vois popper, tu es là, tu fais waouh, qui c'est ce coach? Mais en fait, il est chez nous depuis 2013 en fait. Ah ouais, c'est Et, vrai. mais ce relationnel, tu vois, et je faisais le lien, le relationnel qu'il a avec les joueurs, bah, il l'a depuis 2013, on l'a jamais C'est vu en fait. important. Ouais. Tu vois, Ouais, il n'y a c'est vrai, en jamais. même temps, Là, même cet aspect-là, c'est un peu quand ils vont lui nouveau. sauter dessus, là, quand ils vont lui sauter dessus, là, qu'ils lui mettent la misère, Mais oui. on n'avait pas vu ça les années précédentes, alors qu'il L'année était déjà là et que donc il devait bosser aussi de la même manière d'un côté. l'année Donc, dernière, il se C'est pète, vrai. je sais pas si tu te rappelles, il y a une brutalité sur une inter, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a un mec d'une autre il équipe se qui vient, Le prend. genou. il se prend Oui, exactement, c'est ça. il se fait péter un genou par un mec hors du terrain qui pousse un gars de chez nous et une histoire comme ça et le gars tombe C'est ça. et il perd. Non seulement il perd pas son chewing gum parce qu'il a tout le temps un chewing gum Ça, ou c'est une le plus chic, je sais pas trop important. ce qu'il a, je sais pas trop ce qu'il a et il a un truc à l'ancienne. Mais en plus, tous les gars sont venus le défendre immédiatement et ça. Dans une équipe, tu parlais tout à l'heure, Fab, de body language. Quand tu as, c'est un peu comme ton quarterback, on touche pas à ton quarterback. Ouais, Et c'est ça. quand t'as un coach comme ça, même un coach de special team, qui se fait taper, alors effectivement le geste était pas propre, mais et que t'as tous ces gars là comme ça qui viennent pour défendre ce gars-là, ben tu vois, je peux pas m'empêcher de croire que ce gars-là c'est quand même un gars qui est hyper apprécié dans le vestiaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous l'avez vu la On va vidéo où il enchaîner? fait des haltères, qu'il est en train Oui. d'être filmé par les autres, Elle trop est Oui, débile. ouais, extraordinaire, cette oui, vidéo. Torse nu, one of the guys. Torse nu, en train de exactement. faire de la muscu. Super, super. Polo, Fab, est-ce qu'il vous manque des noms dans ce top ou ce flop? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a oublié? Euh, Euh, vas-y, il a, Fab. Vas-y. il a pas encore la production, mais Washington, on commence à le voir de plus en plus. Yes. Euh, Exactement. Ouais. je vais me risquer aussi un nom, c'est encore trop tôt, mais bon, je trouve que l'attaque quand même ressemble beaucoup plus à une attaque. Donc Arthur Smith, je pense que pour le moment, on est en train de voir, je pense, quand même une bonne évolution. Encore une fois, il faut voir comment ça se goupille le reste de la compétition. Pickens, c'est aussi, je pense, c'est un taulier également en attaque. Ouais, mais tu vois, par exemple, Ouais. pour rebondir un petit peu sur Pickens, je trouve que Pickens, il a eu, en termes de body language, en termes d'attitude, tu sens que c'est un C'est. Antonio Brown en puissance, quoi. Tu sens qu'il a Oui, des c'est une starlette. petits, voilà, des petites réminiscences, des petits trucs qui te fait dire, waouh, attention, ce mec-là, c'est un petit peu de la nitro, c'est à manipuler avec avec parcimonie. Et je trouve en plus que sur les derniers matchs,
il rate ce qu'on peut attendre d'un receveur numéro un. Alors, il a énormément de talent, Polo, je te rejoins, hein. Mais Mhm. par exemple, il met le dernier TD, enfin le dernier match, il a un TD où il doit placer ses deux pieds au sol. Ouais. Il fait de la marelle, il en met qu'un. Et du coup, tu vois, c'est ce genre de détails Ah, mais dont on je peut te parle attendre. pas de il y a sa personnalité, tout ça, je suis complètement d'accord Ouais, avec toi. Mais bon, l'argument également, c'est qu'il a deux ou trois pénalités d'avoir deux ou trois touchdowns, de une grosse plus, oui. réception Mm. avec Ouais, Justin Fields sur un des premiers matchs également. Euh, je pense que quand même, ouais, c'est vrai. c'est le receveur numéro un. Et je pense qu'il est quand même aussi, tout le monde le regarde, quoi. Ouais, Il il est a des gardé de grosses près. attentes. Je Ouais, trouve ouais. que cette année, il a pris son statut de star de l'équipe, enfin de star, ouais, comme on reconnaît les receveurs, de receveur star de l'équipe. Je pense que cette année, il a pris en pleine main et que en plus d'avoir un Wilson derrière, ça lui fait du bien parce que c'est le genre de personnalité que lui sait gérer. Qu'on a eu plus de mal avec Fields ou qu'on a eu plus de mal l'année dernière où tu sentais qu'il était frustré parce que c'est le genre de mec où il faut que tu lui envoies des ballons tous les matchs. Ouais, c'est un point Effectivement, intéressant ce que tu dis. je pense Est-ce que qu'il je peux recevait rajouter aussi, il lui un ferait du bien. nom? Est-ce que je peux rajouter un nom évident Ouais, dans les vas-y, tops et vas-y, hein. pourtant la production n'est pas forcément là. Mais Cameron Hayward a 34 ans quand même. Mhm. C'est vrai. Et il pourra en avoir 26, bon peut-être pas 26, allez 20 29, 30, ça passerait. Je veux dire, ce mec est incroyable et je suis très très fan de Cam Hayward. Pour moi, c'est vraiment le mec qui représente les Steelers. Je pense que c'est le leader numéro un du vestiaire. En début de saison, quand les capitaines étaient sortis, on en avait quatre, on a toujours quatre. Il y a toujours le QB pour l'attaque, il y a toujours quelqu'un pour les special teams. Je crois que c'était Killebrew cette année. Il y a quelqu'un pour la défense, c'est TJ Watt. Et il y a un quatrième qui, pour moi, englobe tout. Alors, c'est pas du tout comme ça que c'est annoncé par les Steelers, hein. C'est mon appréciation de la chose. Et ce mec-là, c'est Cam Hayward, qui est le patron. Je pense que quand un Ouais, nouveau joueur arrive, on va lui dire, c'est le va papa, voir c'est le Cam papa. Hayward, il va t'apprendre ce que ça fait d'être un Steeler. Ouais, c'est le papa. Et du coup, même si je suis très fan de lui à ce niveau-là, j'étais un peu inquiet qu'il re-signe 3 ans, alors qu'il en a 34. Et je me suis dit, ah, est-ce qu'il va pas faire la saison de trop qui va un petit peu gâcher pas sa carrière, mais voilà, sa fin de carrière à Pittsburgh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il nous fasse une James Harrison et qu'il parte chez un ennemi la dernière saison? Et je suis encore plus ravi que voilà, ça se passe super bien cette saison, qu'il soit encore au top. Et je pense que personne ne va regretter son contrat. Tiens, Romain, pour information, est-ce que vous avez une idée sur le Pro Football Focus? Alors, c'est un peu le seul système de notation, on va dire, qui existe ou qui peut. Bon, voilà. Mais Cameron, Épisode 2 de la distillerie, j'en profite, ok, avec Simon Chester de PFF. Si vous voulez en voilà. savoir plus, allez Eh écouter bien, ça. voilà. Est-ce que vous avez une idée sur 124 defensive linemen NFL notés? Où se situe Cameron Hayward? Il était Je numéro crois que un à un j'ai vu un moment truc donné, non? passer, donc je vous laisse. Fab, Polo, vous avez une Ouais, idée? je dis top 3, troisième. Je Et crois qu'à un Polo, t'as moment une idée, donné, il toi? était numéro un, donc je vais dire numéro un. Eh ben t'as raison, Polo, il est numéro un. Il est numéro Voilà. un et ouais, il est numéro un. Donc c'est quand même dingue. À 34 ans, moi je suis C'est coach d'une extraordinaire. autre équipe. Moi je suis coach d'une autre équipe. Je mets la photo de ce mec et je dis les gars, tous les jeunes, les petits jeunes là, je leur dis, eh, les gars, c'est un papy de 34 piges qui vous met la dose au niveau de votre poste cette année, ça vous met pas les nerfs. C'est extraordinaire. C'est Ici, extraordinaire. Franchement, j'étais ici, comme toi, Romain, hein, mais c'est fort. Ici, il parle de old man strength. La force d'un vieux C'est vrai. monsieur, tu vois, il est difficile à bouger, tu vois. Les os, tu L'âge vois, mûr, les ouais, os sont ouais, lourds. exactement. Donc non, Les ouais, gars, Super. t'as par raison. contre, Vas-y. désolé, mais je vais devoir vous laisser. Ça marche, Polo. Ok, ciao, Ok. bonne soirée. Ciao Bye bye. Ciao, Polo, bonne soirée. à la prochaine. Je vais ajouter quelques noms très rapidement parce qu'effectivement, je pense pas qu'il méritait un top parce il manque un petit peu de volume. Mais des bonnes choses que j'ai vues. En premier, à Elandon Roberts. Alors, j'étais très fan de Peyton Wilson quand on l'a drafté. J'ai fait son portrait dans l'épisode 2 ou 3 de la distillerie d'ailleurs. Très fan de lui, je suis très content qu'il joue. Mais je trouve que maintenant, on sous-utilise un Elandon Roberts qui pourtant est super important, super performant. Il a un profil un peu différent de Wilson et de Quinn. Il est peut-être moins rapide, il va couvrir moins de terrain de façon latérale, mais voilà, il s'agit de défendre la course, euh, aller de façon un petit peu traditionnelle, la course par centre, etc. Elon Roberts nous a fait des choses incroyables. J'ai quasiment oublié son play. C'était quoi, semaine
c'était quoi le match des Colts, je crois, où il saute par-dessus tout le monde C'est ça, ouais. pour rencontrer le runner qui allait passer par-dessus la file. Enfin, voilà. Oui, Le mec, il a des qualités incroyables. Il était censé être titulaire, il est devenu quasiment troisième option parce que Wilson joue 60% des snaps. Et je trouve extraordinaire. Je pense qu'il va nous faire du grand bien dans les matchs contre les Ravens particulièrement, avec Derrick Henry en face. J'espère qu'on l'utilisera un peu plus parce que voilà, je pense qu'il est très bien et je pense aussi que en termes d'état d'esprit, c'est aussi un bon Steeler. Voilà. Deuxième nom que je vais passer eh bien rapidement, Elon Don. Vinny Bishop. Vas-y. Vinny Bishop, Ouais. début de saison un peu Ouh. Ouais. compliqué. Début de saison compliqué. C'est vrai qu'il a un physique de petit garçon qui n'aide pas. Mais voilà, sur les 2 derniers matchs, il fait 3 interceptions. C'est difficile d'en demander beaucoup plus. Et puis surtout, il est beaucoup plus présent. Il y a moins d'erreurs flagrantes. Il y a eu deux ou trois oublis sur les premiers matchs. Mais voilà, pour un mec non drafté, certes, le contrat non drafté le plus cher qu'on ait jamais donné, mais bon, c'est que les Steelers sont un petit peu raccro à ce niveau-là. Voilà, ça fait plaisir. Il y a Cameron Sutton qui revient à partir de la semaine prochaine, qui va C'est ça, postuler c'est ce que aussi à des j'allais dire. snaps dans le slot. Mm. À voir, mais c'est bien. C'est bien d'avoir des options. On s'inquiétait un peu en début de saison qu'on ait qu'une option, que ce soit un mec non drafté sans garantie. On risque d'avoir 2 options crédibles et ça, c'est super. Et je pense à quelqu'un, je continue vite fait. En attaque, il faut bien que je dise un nom en attaque. Calvin Austin. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas une folie. Mais il y avait aussi un gros, gros risque qu'il disparaisse complètement. C'est un vrai gros risque. Et finalement, jusqu'à maintenant, c'est notre receveur numéro 2, hein. Plus que Van Jefferson et plus que les tight ends aussi. Et ça, c'est une surprise. Est-ce que c'est vraiment uniquement une bonne surprise parce qu'il a réussi à s'élever au-dessus des autres ou un peu de mauvaise surprise parce que les autres n'arrivent pas à produire? On pourra en débattre, mais ça me fait plaisir de voir qu'on arrive à utiliser Calvin Austin, qui a un profil que les Steelers ont longtemps cherché, mais qu'ils n'ont jamais réussi à utiliser. On peut parler de Dre Archer il y a très longtemps. Voilà, le profil de tout petit receveur très rapide. On a voulu, on a essayé, on n'a jamais réussi. Et si on pouvait réussir pour une fois avec Calvin Austin avant de le voir partir à Kansas et faire une saison à 1200 yards et 8 TD, ça serait sympa. Voilà, je me tais. J'ai oublié quelqu'un? Non. C'est bien, Ouais, non, ça va. Non, non, mais t'as entièrement raison. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner, de voir ce que va donner Benny Bishop, à quel point le staff va lui faire confiance avec le retour de Sutton. T'as parlé également de Kevin Austin. Pareil, on va voir les trades et qu'on a récupéré Mike Williams. Quelle va être la place de Calvin Austin malgré ça? Moi, je trouve que c'est un joueur qui avait de grosses attentes quand il a été drafté, finalement qui avait plutôt déçu que montrer des choses, Avec la même s'il nous a... blessure aussi qu'il lève Voilà, pas. Ouais. exactement. Même s'il nous avait montré quelques petites bribes de choses intéressantes, il avait quand même, dans l'ensemble, plutôt déçu, notamment du fait qu'il était souvent blessé. Donc non, non, t'as ciblé des profils de joueurs des profils de joueurs qui sont, je dirais, prometteurs. Voilà, moi je vais utiliser ce terme prometteur et plus que des tops, mais qui ont montré de belles choses. Ça fait une belle transition, Thomas, en parlant de Mike Williams. Revenons rapidement là-dessus. Mike Williams est donc arrivé quelques heures avant la deadline. Ça faisait des jours, si ce n'est des semaines, que c'était une rumeur un petit peu persistante. Entre-temps, les Steelers ont un petit peu tenté leur chance avec un peu tout le monde. Il y a eu du Cooper Cup, il y a eu du Courtland Sutton probablement. Il y a eu Darius Slayton aussi des Giants. Ça, c'était un petit peu avéré ces derniers jours qu'ils ont vraiment poussé pour lui. Christian Finalement, on se Kirk, retrouve avec Mike. Oui, exactement. On se retrouve avec Mike Williams qui était un petit peu le joueur ciblé le plus tôt. Et on pensait peut-être qu'il allait revenir dans l'avion avec les Steelers là, quand on avait fait le match contre les contre les Jets. Jets. Match aux Giants. Euh, la contrepartie pour Mike Williams, c'est un choix de 5e tour de la Cinquième. prochaine draft, en sachant que les Steelers en avaient deux à ce tour-là. Il y avait un 5e tour qui avait été récupéré dans le trade pour Kevin Dodson qui était parti chez les Rams. Donc quelque part, on perd pas grand-chose, hein. On perd un bonus qu'on avait récupéré pour récupérer un joueur qui, en regardant les stats finalement, il a un CV plus abouti que n'importe quel receveur sur le roster. Pickens est encore jeune, bien sûr. J'ai espoir qu'il fasse mieux que Mike Williams sur ses 6-7 premières saisons. Mais Mike Williams aux Chargers, il fait quand même, on va dire, allez, 4, on pourrait dire 5, mais disons 4 très bonnes saisons, ou plutôt très solides. Il fait 2 saisons à plus de milliards. Il fait une saison à 9 touchdowns, une autre à 10 touchdowns. Donc il a un passif en NFL qui est
bien plus solide que n'importe qui d'autre sur le roster, avec effectivement voilà, Pickens, Austin qui sont encore jeunes, qui ont le temps de le rattraper. Mais voilà, ça apporte un peu d'expérience aussi et de production. La raison pour laquelle on a pu récupérer Mike Williams et le faire de façon assez intéressante économiquement avec juste ce choix de cinquième tour, c'est deux choses. D'une part, Davante Adams est arrivé aux Jets, ce qui a donné un petit peu de mou aux Jets pour faire ce move. Et deuxième chose, c'est qu'il a eu une blessure au ligament croisé en 2023. Il s'est suffisamment bien remis pour ne pas manquer le camp d'entraînement avec les Jets cette année. Maintenant, on sait que ce genre de blessure, ça peut prendre bien plus de temps pour, euh, pour retrouver 100% de ses capacités, si ça arrive, ce qui n'est pas même pas toujours le cas, que simplement être capable de rejouer. Voilà, il y a encore un écart. Donc, est-ce que Mike Williams va pouvoir avoir un apport immédiat? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On parlera après de Preston Smith, qui est le joueur qui arrive à la trade deadline. Mais des deux, je pense que Mike Williams est celui qui va être lancé et jeté au feu le plus rapidement et dès ce dimanche, Ah, je pense. il va, ren- il va rentrer dans la rotation, en fait. Moi, je pense qu'ils l'ont fait venir pour le faire rentrer dans la rotation. Et après, suivant dans l'état dans lequel il se trouve et comment il s'adapte au plan, ils verront quel rôle ils vont lui donner. Mais l'idée, c'est de donner une cible supplémentaire, un risque, un danger supplémentaire pour l'attaque avec lui. Et qu'après, ils s'adapteront au fur et à mesure, sachant que, comme tu l'as très bien dit, en fait, réellement, il nous a pas coûté si cher que ça. Parce qu'en fait, il nous a coûté quelque chose qu'on avait gratté déjà sur notre trade. Donc, je pense que Ouais. donner une arme supplémentaire à Wilson. Et au fur et à mesure, au fil de l'eau, ils s'adapteront, en fait. Peut-être qu'on Tu lui le vois, rajoutera un snap et qu'on ne le verra plus après. voilà, c'est ça. Tu le vois impliqué à quel niveau ce dimanche? Ah, moi, le premier match, je les vois, c'est s'il fait. Voilà, si, pour moi, il en fera pas beaucoup. Enfin, après, c'est toujours pareil. On n'a pas Ouais. l'info de savoir sa connaissance et sa capacité d'adaptation au cahier de jeu, en fait. Je pense que ça va être. Il peut très bien nous surprendre à jouer beaucoup, quoi, mais on peut très bien Ouais. quasiment pas le voir, en fait. Je pense qu'il n'y a Ouais. pas d'obligation et d'urgence à le faire jouer tout de suite, en le mettant directement au feu. Sachant Ouais. l'escouade, enfin, l'attaque qu'on a, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'ils vont le tester, forcément, ils vont le faire jouer. Et que suivant le match, comment ça se passe, bah, peut-être que tu le feras plus jouer, peut-être que tu diras ok, on le met un peu à la cave, on le laisse finir de se Ouais. préparer, de rentrer. Ça dépendra de comment ça se fait du match. Ouais. J'ai demandé à coach Thomas ce qu'il en pense. Ce que j'ai en tête, et tu me dis si je dis une bêtise, Thomas, c'est qu'il y aura effectivement en l'espace de quoi 3 4 jours, attendre que le mec aussi expérimenté qu'il soit apprenne l'intégralité du playbook, c'est impossible. Je pense qu'il y aura un petit package d'une Exactement. vingtaine de plays pour Ouais, Mike c'est ça. Williams. Et donc en gros, selon Exactement. le temps de possession, on sera à quoi 40-50% des snaps qui pourraient jouer, selon le play call aussi. Voilà, c'est là où je le vois. Voilà, 15, 20, 25 plays max pour Mike Williams préparé dans le playbook. Ouais, Mike Williams, c'est un joueur qui est intéressant. Moi, c'est un joueur que je suivais un peu parce que j'ai un ami qui est un grand fan des Chargers et du coup, c'est par définition, des fois, on regarde des matchs ensemble, etc. Donc, c'est un joueur que j'ai vu jouer pas mal. Et la plus grosse faiblesse de ce joueur, c'est qu'il est injury prone. C'est quelqu'un qui est souvent blessé. Là, il s'est fait les croisés l'année dernière, mais avant, il a eu quand même un certain nombre de saisons. La dernière saison aux Chargers, il joue que 3 matchs. La saison d'avant, il en manque encore 3. C'est rare qu'il fasse des saisons à 16 matchs. Je crois que c'est arrivé 2 fois dans sa carrière pour l'instant qu'il fasse l'intégralité d'une saison. Donc c'est quelqu'un qui a souvent des petits pépins et c'est quelqu'un dont le jeu est basé énormément sur la verticalité. C'est un receveur de profondeur, un burner et qui joue plutôt à l'extérieur. Et ça, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui nous manque parce qu'on peut parler de Van Jefferson, mais Van Jefferson est plutôt un joueur qui joue dans le slot. Malgré le fait qu'on l'utilise sur l'extérieur, à la base c'est plutôt un joueur de slot et Elvin Austin aussi. Et Roman Wilson, ça sera pareil quand il reviendra. Donc en fait, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans le slot. On utilise énormément Van Jefferson pour venir bloquer aussi à l'intérieur sur les jeux de course et utiliser son physique, qui est un peu un physique de costaud, pour aller créer un mismatch en le faisant rentrer à l'intérieur, bloquer des linebackers et laisser Najee Harris en 1 contre 1 sur l'extérieur en bout de ligne contre un corner ou contre un nickelback. Donc voilà. Et là, on va utiliser Mike Williams, à mon avis, beaucoup plus sur l'extérieur et beaucoup plus sur la verticalité pour Bien sûr. étendre les Ouais. défenses. Voilà, aller attirer profond et libérer là où Pickens peut être très bon, c'est-à-dire dans tout ce qui va être interzone, zone intermédiaire et bord de touche où son body control va être mis en avant. Donc Mike Williams, sur le papier, si on a du Mike Williams en bonne santé, avec une, comme disait Fab, une capacité à apprendre rapidement le cahier de jeu et à être opérationnel de suite, quand on connaît l'utilisation que faisait Roman Wilson de Tyler Lockett aux Seahawks
on peut imaginer Claire. un Pickens Metcalf et un Williams Pickett, par exemple, tu vois, oui, Lockett. Voilà, on peut imaginer une sorte de, tu vois, de duo un petit peu comme ça Ouais. qui se fait avec un gros receveur numéro un qui aimante les ballons et avec un receveur numéro 2 que tu vas envoyer dans la profondeur et qui va te faire, notamment sur les play action, Mike Williams, c'est un receveur qui est très play action compatible parce qu'il a énormément de profondeur et je pense que c'est là-dessus que les Steelers vont l'utiliser. Comme disait Fab, un cinquième tour contre un joueur comme ça, c'est un pari qui est finalement pas énorme en termes Pas de cher. risque. Voilà, Ouais. pas énorme de risque. Après, moi je vous pose la question, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Mike Williams va être meilleur que Van Jefferson? Non, au jour d'aujourd'hui, non, tu peux pas. Trop tôt. On peut se dire Alors, oui. Tu Le vois, on peut se potentiel, dire oui, oui. mais c'est pas évident. C'est C'est pas ça. évident. Le alors, potentiel, oui, mais c'est Tu sûr qu'on vois? va pas le savoir, mais très honnêtement, et j'aime bien Van Jefferson, hein. J'aime bien le mec, je trouve que c'est un bon gars, mais sur sa production jusqu'à maintenant, euh, théoriquement sur le papier, Mike Williams, il fait deux bons matchs, il a plus produit que Van Jefferson, tu vois. Mais Donc les deux derniers matchs de Van voilà, Jefferson sont pas si dégueux que ça, ils sont, avec le voilà, retour de Wilson. ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est un point important. Mais voilà, en théorie, Mike Williams est quand même un peu plus capable d'apporter quelque chose de plus, exactement comme tu le disais, ne fait que sa capacité à prendre la profondeur, quand on est maintenant un petit peu limité à Pickens et puis c'est tout, ce qui fait que ça permet au safety adverse de tricher un peu en faisant quelques pas du côté de Pickens avant même le snap. Ne serait-ce que ça, c'est un apport qui est non négligeable. J'ai pensé à un truc très rapidement quand tu as parlé de ses blessures. C'est un truc qui m'a fait rire, je connaissais pas. Il y a un site que j'ai trouvé, j'ai oublié le nom, je vais le retrouver plus tard où en fait ils te font l'historique des blessures de chaque joueur. Donc c'est très bien fait, tu as les parties du corps, tu cliques, ils te disent blessé en 2022, blessé Ouais. en 2019, machin. Très bien. Pour l'instant, tout est normal. Ensuite, tu descends un petit peu et ils te mettent probabilité que le joueur se blesse en 2024. Ah, Et là, je trouve ça incroyable. Et pour Mike Williams, j'ai pas le chiffre exact, mais c'était un délire comme 79%. tu Ah vois? oui. Voilà, voilà. Voilà. Mais Donc, vraiment, ça ne veut ça me rien choque dire. pas. Non, Mais mais ça ne veut rien évidemment. dire. Oui, mais encore une fois, t'as des joueurs. Je vais te prendre un parallèle avec le football, avec le soccer. T'as des joueurs qui sont très injury prone et tu sais qu'ils vont avoir tout le temps un petit truc. Des fois, c'est lié. Tu sais, c'est lié à des petits détails. C'est l'hygiène dentaire, c'est le sommeil, c'est la capacité à se nourrir correctement, c'est la capacité à observer ses temps de repos, à bien récupérer, à faire les soins complémentaires. T'as toute une hygiène de vie derrière tout ça, des choses qu'on voit pas forcément. Et quand un joueur a, on va dire, la capacité, la malchance de se blesser régulièrement, des fois, tu vas chercher plus loin que ça pour essayer de trouver pourquoi c'est. Et souvent, t'as des explications qui sont loin d'être lues simplement à la malchance. Voilà, on souhaite pas ça à Mike Williams, encore une Ouais. fois, hein. Évidemment qu'on souhaite pas ça. Mais bon, moi j'attends de voir. Pour l'instant, pour moi, sur le papier, c'est plutôt un bon choix. Et c'est d'autant plus un bon choix que je vais pas dire que c'était la meilleure option qui nous restait, mais on n'en est pas loin. Parce que bah, Cooper Cup aurait été super, mais Cooper Cup, les Rams reviennent dans le game, donc ils vont pas le lâcher, c'est sûr. Voilà, Et on a vu partir déjà Devante Adams et il y en a un deuxième qui est parti, je sais plus. Hopkins, non? Voilà, Hopkins, Hopkins, DeAndre Hopkins Hopkins. qui est parti aux Chiefs, super signature d'ailleurs, il a déjà marqué deux fois lundi soir. On a déjà perdu ces deux mecs-là qui étaient à mon sens vraiment Ouais. des top receveurs. Et Et après, il puis, restait des mecs, Adam bon, Thielen qui a été un petit peu rendu non voilà, disponible parce que les Panthers ont lâché deux mecs, Deontay Johnson qui revient dans la FC North et Jonathan exactement, Mingo, je crois, qui est parti à la aux deadline Cowboys, aussi. Donc aux je pense que Cowboys, ouais, Thielen n'était plus, ouais, Thielen n'était voilà, plus disponible. Mais juste exactement. 2 secondes, je reviens sur un truc. Vous m'avez bien compris. Tu t'appelles Mike Williams, tu tapes ton nom sur Internet, tu as un site qui te dit tu as 80% de chance de te blesser cette année. C'est un C'est truc que ouf, je trouve incroyable. c'est ouf, ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, Tu sais, mais, c'est comme les mais, sites à l'époque. Tu te rappelles des sites il y a 15 ans quand on était gosse où tu répondais à des questions idiotes et après on te ouais. disait Tu es tu vas mourir à telle 70%, date. ouais, ou tu es 70% N'importe quoi. tel truc, ou ouais, ouais, tout à fait, ouais, je vois très bien. Ouais. Non, mais Pour oui, Mike Williams, moi je me lève plus, hein. ouais. Mike Williams, Je c'est sors sûr. plus de chez Mais, moi. mais tu vois, bon, voilà, quand tu regardes les profils qui restaient, effectivement, t'as raison, Ouais, Thielen était, du bon, coup, les Panthers pouvaient il pas vider faut. leur wide receiver room tout de suite. T'avais encore des gars qui étaient un petit peu. Christian Kirk, apparemment, c'était Christian Kirk qui était prévu, puis il s'est cassé la clavicule, Il je s'est crois. fait... Ouais, ouais. Voilà, et donc C'est du coup, ça. bah voilà, c'était réglé pour Christian Kirk aussi. Donc en fait, quand tu fais le compte, après il restait également Cortland Sutton, qui avait joué avec Russell Wilson à Denver. Mais c'est pareil, les Broncos sont loin d'être éliminés de l'équation. Soit un Donc 5-3, ouais.
Et en plus, il 5-4 commence à maintenant, peut-être. ouais, c'est ça, 5-4, il commence à être à développer en plus une certaine connexion avec Bonix. Donc en fait, quand tu regardes bien, Mike Williams, bah c'était finalement à la fois la solution évidente et la solution qui nous restait. À voir. Moi, j'attends de voir ce Logique, qu'il peut et donner. logique Hmm. avec un prix honnête. Le deuxième joueur qu'on a pris à la trade deadline, et ça, on s'y attendait peut-être un petit peu moins, c'est Preston Smith, pardon, qui est arrivé des Packers. On va essayer de ne pas passer aussi longtemps sur lui que sur Mike Williams, mais très rapidement, c'est un joueur qui a une carrière très très solide. Je crois qu'il a été titulaire à quasiment tous les matchs sur les 8 dernières années. Je crois qu'il y a un match où il n'est pas titulaire sur les 8 dernières années. Il a, je crois, 68 sacs en carrière. Voilà, c'est un joueur qui est devenu disponible parce que les Packers ont changé de schéma défensif cette année. C'est une équipe qui, historiquement, comme nous, jouait en 3-4 avec un Smith qui était donc outside linebacker, comme un TJ Watt ou un Alex Smith chez nous. Et les Packers ont décidé de changer ça à l'intersaison. Ils sont passés à une 4-3, ce qui fait que Smith s'est retrouvé un peu plus comme un defensive end, le rôle étant le même, mais effectivement, tu commences les plays, les mains par terre, enfin, tout est différent. Et ça lui convenait pas trop. Et ce que j'ai lu aujourd'hui avec une heure ou deux, c'est qu'apparemment, effectivement, c'est lui qui avait demandé à être tradé. Donc c'est D'accord. pour ça que ce joueur a été disponible. Du côté des Steelers, le besoin en début de saison n'était pas forcément évident, mais il y a eu pas mal de blessures sur ce poste-là. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui que Herbig était bien parti pour revenir ce week-end. En tout cas, il a repris l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle. Mais on a eu aussi Marvin Leal qui s'est blessé, qui lui on utilise un petit peu sur la ligne défensive et en tant que linebacker. Donc voilà, il y a eu pas mal de blessures à ce poste-là. Et je pense que les Steelers se sont dit que pour un choix de septième tour, avoir un joueur aussi Ouais, c'est clair. expérimenté pour être le backup de Smith et de Watt, c'est intéressant. Voilà. Tu sais que même si tu as besoin de faire souffler Smith et Watt, tu te retrouves avec Herbig et Smith sur le terrain, tu es quand même plus serein Ça que va. ce qu'on a pu l'être depuis des années. Voilà. C'est une Et paire en plus de de. ça, ça te donne l'opportunité d'avoir des packages un peu plus créatifs. On avait essayé, je crois que c'était en 2021, avec Melvin Ingram, d'avoir ce package à trois Ça linebackers s'était très mal défensifs. passé. Puis oui, bah, il avait un petit peu chouiné. Il était parti assez Ouais, c'est rapidement ça. parce qu'il jouait pas assez. Sachant que, bon, normalement, quand tu es tradé quelque part ou quand tu signes quelque part, tu te dis quelles sont mes chances de jouer avec cet effectif. Il n'y a pas eu de surprise. C'est ça. Mais On bon, n'y était bref. pas. En tout cas, ça peut ouvrir la porte pour les Steelers d'utiliser aussi des packages à trois linebackers défensifs, ce qui peut être intéressant, notamment dans tout ce qui est package hybride qu'on sait qu'on aime bien faire de temps en temps. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'attarder trop sur Preston Smith. Je vous donne quand même l'opportunité s'il y a des choses à rajouter. Mais a Non, priori, mais c'est un joueur très c'est solide juste pour, moi, c'est pour ouais, un c'est paquet de juste au global cacahuètes. en fait. C'est que je trouve que c'est logique. En fait, c'est cohérent. Tu vois, tu as pris, t'as pas chamboulé l'effectif, t'as pas mis une hyper grosse star. Tu peux te dire, en fait, tu as juste complété, tu as juste rajouté de la rotation. Pour moi, c'est nickel. Tu as une équipe qui marche. Tu vas pas venir faire l'alchimiste en plein milieu de ça. Juste, tu viens compléter, tu complètes les manques. Si tu as des risques dans les rotations, tu prends et tu continues sur la route sur laquelle tu es lancé. Je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est un choix très intelligent. C'est un choix très intelligent. En plus, c'est un vétéran. Donc, c'est pareil. On est dans une défense qui est quand même plutôt une défense de vétérans également. Tu viens rajouter encore une fois un gars qui tient la route. Un duo Airbig-Preston Smith. Dans beaucoup de franchises, ça serait un duo titulaire. Voilà. Donc, Ouais, nous, c'est clair. c'est notre duo de remplaçants. Donc, c'est très bien. Quand tu sais que Ice Smith a des petits pépins avec ses adducteurs et que si tu perds TJ Watt, bah, c'est la cata. Donc, il faut quand même avoir des backups derrière qui soient solides pour limiter le temps de jeu de ces mecs-là et pouvoir avoir une défense qui soit dominante sur la durée. Et ça, c'est le plus gros risque qu'on risque d'avoir aux Steelers, c'est qu'on a une très bonne défense. Est-ce que sur la durée, ça va tenir? Bah, ça va dépendre aussi de ces gars-là. La signature d'un gars comme. Et c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de Elandon Roberts et de Peyton Wilson, bah, c'est typiquement des mecs qui vont nous donner de la profondeur. Kazi aussi en safety, c'est typiquement le même genre de joueur. Le retour de Sutton, tout ça, c'est des très bons second couteaux entre guillemets qui seraient titulaires dans beaucoup d'équipes. Et la signature de Preston Smith, elle va dans ce tour-ci, elle va dans ce sens-là. Quand on pense qu'on lâche uniquement un septième tour pour Preston Smith, alors effectivement, il y a un gros contrat qui arrive derrière, mais on aura la possibilité de le restructurer si jamais ça fait l'affaire ou pas. C'est vraiment pas, il n'y a Exactement. rien qui est garanti, donc c'est vraiment pas un poids mort qu'on risque d'avoir, un peu comme les Broncos ont avec Russell Wilson. Mais voilà, il faut quand même savoir, juste pour la petite stat, que Preston Smith, sur les 5 années qu'il a joué à Green Bay, je ne vais pas compter la dernière parce que là il a joué qu'un bout de match, il a qu'une seule saison en dessous de 8 sacs. Ah Donc, oui, donc Oui, voilà, sur les, c'est sur les, ça. sur les, voilà. Donc, C'est donc ça. à chaque fois c'est 8, 8,5, 9, 12 sacs. Donc c'est quand même un mec.
qui est en plus sur sa fin de carrière, c'est-à-dire que c'est pas un gars qui a performé au début puis qui aurait plus rien dans le moteur, qui aurait plus d'essence. Là, on est sur sa fin de carrière Ouais. puisque les années Green Bay, je vous parle, c'est entre 2020 et maintenant, hein. Donc c'est vraiment les dernières années. Et c'est un gars qui a encore du jus dans le moteur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a encore. Là, il était à 2,5 sacs en étant remplaçant. Donc c'est quand même des stats qui sont très corrects. Et il a surtout Pas à son poste. pâti, pas à son poste, et il a surtout pâti de l'arrivée de Lucas Van Ness, je crois. Lucas Van Ness, c'est ça, qui était un joueur drafté très, très assez haut par les Packers, et donc du coup qu'ils ont besoin de C'est développer. vrai. Donc, je pense que par rapport à la contrepartie qu'on envoie, pour un gars comme ça, avec son expérience et l'apport qu'il a encore, je pense que c'est win-win pour tout le monde là. Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a un côté, et encore une fois, c'est moi qui me projette peut-être un petit peu trop, mais j'ai l'impression qu'avec ces moves qui ont été faits à la trade deadline, ce qui est relativement rare pour les Steelers de faire ça à la deadline, est-ce qu'il y a un sentiment dans le front office que avec Russell Wilson maintenant, avec le bilan, C'est la il y a Oui. néo. une chance, on a une Ouais. chance sur le C'est court ça. terme et que du coup, voilà. Est-ce que c'est uniquement dans ma tête que ces choses-là se passent ou est-ce que Non. vous avez un peu la même vision des choses? C'est alors tu as entièrement raison, mais je vais même aller au-delà de ça. Pour moi, c'est beaucoup plus parce que tu vois quand on dit ça, on pourrait penser que on fait all-in. Tu vois, on fait all-in et, Ouais. euh, et, Et non, et, c'est et, fait euh, et- intelligemment. et on y va. Et exactement. Et moi, c'est C'est ça exactement ça. c'est ça que j'aime chez Omar Khan, c'est que je trouve que c'est depuis 2 ans, c'est très intelligent. Il envoie très peu de grosses contreparties. Il fait des moves qui sont très intelligents. Il va signer des free agents sur les points clés. Et là, encore une fois, il nous montre que à la fin alors effectivement, on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose d'un peu plus fort que Mike Williams éventuellement, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui peut énormément contribuer. Et finalement, pour un cinquième et un septième tour, tu rajoutes deux postes, deux vétérans qui peuvent produire de très belles choses à des postes où tu étais peut-être un petit peu en délicatesse, et tu vas donner à Russell Wilson en te disant, allez, on a peut-être quelque chose à jouer, mais on n'handicape pas notre futur non plus, C'est en ça. lâchant des gros tours de draft et en faisant du all-in, comme j'ai vu, il y a une des équipes là, j'ai vu, t'as vraiment l'impression que c'est all-in. Et tu te dis, bah, ils y vont, et si jamais ça passe pas cette année, après on est parti pour 5 ans en reconstruction. Bon, moi j'ai pas cette impression là. On garde nos capitaux pour le futur. On a toujours un choix de draft à tous les tours. Et malgré tout, on donne une chance à Russell Wilson d'aller chercher quelque chose. C'est intelligent. On va conclure avec le match de ce dimanche, du coup, contre les Commanders, une équipe un petit peu surprise cette saison. En regardant le calendrier avant le début de la saison, on se disait que ce serait peut-être le match le plus simple Ouais, des matchs de la faciles, ouais. deuxième moitié de saison pour les Steelers. Et puis finalement, Jaden Daniels est arrivé avec des qualités qu'il utilise de façon intelligente aussi, mais c'est un quarterback qui a cette mobilité aussi que les Steelers détestent tant chez un adversaire. C'est Qu'est-ce que ça. vous voyez pour ce match? Vous êtes plutôt confiant, plutôt inquiet? Franchement, j'en ai aucune idée pour une raison simple, c'est qu'on sort d'une semaine de bye week et qu'ils ont eu des jours de coupure. Parce que j'ai vu des fois, j'ai vu des vidéos passer des trucs où ils étaient à droite Ouais. à gauche. Et que je sais pas dans quel état ils ont remis le couvercle sur la marmite et ils ont remonté. Bon, après, Tomlin, on sait comment il est. Mais tu sais, des fois, les matchs après bye week, en face, ils vont arriver face à une équipe qui sort d'un match, voilà, qui sort de quelques matchs d'un autre monde. Donc ça peut. Déjà, il va y avoir des points. Et les deux côtés, les défenses, ça va jouer dur. Donc je sais pas du tout. Moi, je vais voir voilà, s'ils arrivent à relancer la machine rapidement dans le match ou si c'est le premier match après la bye week où tu es un peu dans le dur. Et je pense que face à ces Commanders-là, c'est pas sûr que ça passe si tu mets une mi-temps à redémarrer la machine. Après, pour le coup, avant de laisser Thomas donner son avis, le fait qu'on ait la bye week juste avant ce match-là, finalement, c'est une très bonne chose parce que je pense Ouais. qu'en termes de préparation, de vidéo et tout ça, les quelques jours de plus qu'on va avoir par rapport à cette équipe de Washington qui est très surprenante et peut-être pas au niveau auquel on l'attendait, je suis très content qu'on ait 2, 3 jours de plus pour se préparer pour ce match-là. Bah, tu viens de tuer mon argument dans l'œuf. J'allais exactement dire la même Avec chose. plaisir. Non, mais t'as entièrement raison, Romain, t'as entièrement raison. Plus t'as de temps pour préparer un match, meilleur t'es. Il n'y a pas 36 solutions. Même si ces mecs-là, c'est des staffs de pros, tu sais très bien qu'en quelques jours, les mecs sont capables de vraiment analyser le dernier match et de produire quelque chose de cohérent en termes de coaching là-dessus. Là, t'as 2 semaines pleines pour travailler quasiment une équipe et enfin, ils ont commencé bien évidemment à travailler la suite, mais bon voilà, ils vont travailler cette équipe-là, qui est une équipe un peu surprise. Effectivement, ils sont à 7-2, je crois, les Commanders, donc Ouais, je crois que c'est ça, hein, il me semble, hein, il me ouais, semble qu'ils sont à il 7-2, me hein. semble que c'est Il me ça. semble qu'ils sont à 7-2, donc Hein. c'est une très bonne équipe. Moi, ce que je me dis, c'est que euh, c'est une équipe avec un profil très Ravens-like.
Tu vois? Ouais. Ah oui, C'est-à-dire 7-2. que ouais, ils sont à 7-2, hein, ils sont à 7-2. C'est une équipe très Ravens-like, c'est-à-dire avec les mêmes forces, les mêmes faiblesses. C'est une équipe avec un QB très mobile qui commence à développer avec un gros jeu de course également. Alors il est un peu moins fort que celui des Ravens, mais avec un QB très mobile, peut-être un petit peu plus axé sur la passe que les Ravens, mais globalement c'est une équipe qui ressemble quand même. Avec un quarterback qui, quand il est sous pression, bon, a tendance à prendre les jambes à son cou et pas forcément chercher des solutions à la passe, même si je trouve que Daniels est quand même montre vraiment des belles choses pour son année, sa première année, mais avec aussi les défauts qu'on peut peut-être attendre d'un jeune quarterback, c'est-à-dire que peut-être que s'il est bien pressurisé, et on sait que ça on sait faire du côté des Steelers, avec un gros pass rush, pour l'instant on est l'équipe qui blitz le moins. Au niveau des Steelers, hein, on est l'équipe qui blitz le moins au niveau de la NFL, ce qui veut C'est dire vrai. qu'on arrive à mettre de la pression avec 4 gars la plupart du temps, 4 ou 5 gars en fonction de la formation qu'on aligne en face. Ça veut dire que derrière les fenêtres de tir sont hyper serrées, on a des DB qui couvrent bien. Donc est-ce que on va garder cette même philosophie défensive qui va être de pressuriser avec un minimum de joueurs et d'ensuite derrière de contenir, peut-être en mettant un joueur en spy sur Jalen Daniel pour l'empêcher de courir, c'est une option qui peut être envisageable. Ou alors est-ce qu'on va le forcer au contraire à lancer des ballons en envoyant du blitz pour essayer de voir comment il réagit sous pression. Il y a pas mal d'options, je suis assez hypé par ce que ça va donner défensivement contre ces Commanders. Et puis bah, les Commanders, je sais pas si vous avez vu, hein, ils ont quand même signé Marshall Latimore. C'est un Oui. gros move hein, qu'ils ont signé là récemment. Donc eux, ils ont fait un peu all-in aussi hein, parce qu'ils ont échangé. C'est assez fort ce qu'ils ont changé, je crois, un 3 et un 4, je crois, il me semble, de tour. Donc Ouais, après, ils ont un QB sur contrat rookie, c'est le moment de mettre l'argent sur les autres, hein. Ouais, mais Faut bien pas trop sûr, leur c'est en clair. vouloir. Mais bien quand tu regardes sûr. Ah l'effectif, ouais. ils ont quoi? Ils ont Austin Eckler de tête. Et quelle heure, ouais, Oui, encore en running back, Ouais, ouais. oui, Ils ont Zach Ertz. Oui, ils ont Zach Ertz. Bon, ils ont toujours McLaurin. Normalement, il est McLaurin en toujours là de tête. receveur, ouais, ouais, McLaurin ouais, en c'est Ils ça. ont, receveur. Ouais. ils ont pas l'effet, enfin, ils ont une effectif pas d'une équipe qui est en vraie phase de reconstruction. Ils ont déjà une équipe avancée en C'est fait. pour Il ça que je faut te dis le qu'à Ah mon oui, bien avis, reconnaître, ça sûr, c'est ils clair. ont un petit peu. Je bien pense sûr. qu'ils se sont dit, c'est peut-être le moment d'aller apporter Ah quelques oui, mecs avec un contrat rookie sur un QB. C'est peut-être le moment voilà. d'aller T'es à chercher un ou deux gros 7-2. gars Ouais, c'est et ça. Oui, t'as quoi? T'as 2 ans Ouais, avant de lui payer la blinde, grosso modo, exactement c'est quoi. ça? C'est ça. Exactement, exactement. Ils ont Brian ouais. Robinson Jr. en running back qui est pas mal aussi. Et ils ont une défense qui est Avec une belle histoire plutôt en solide. plus derrière Ouais, lui. ouais, plutôt solide, plutôt, plutôt solide. Donc non, non, moi je pense que c'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux. Ils ont Euh, Bobby Wagner en défense de tête, Ouais, ils ont les Bobby Wagner Steelers. en middle, ouais, tout à fait. Donc non, non, ouais, ils ont leur faiblesse c'était vraiment le poste de corner parce que je crois que le c'était Saint-Pierre, je crois son nom, le cornerback numéro Oui, un, oui, Yann, il ouais. me semble, donc qui est un bon joueur, hein, mais qui a peut-être un petit peu juste pour taper les grosses pointures au poste de receveur. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher la Timor Ouais. comment dirais-je, dans ce registre-là. Ils vont passer Saint-Pierre en corner 2. Donc non, 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 c'est une belle équipe. Moi, je suis très très hypé par ce match. Hein. C'est un match qui m'intéresse beaucoup et que j'attends avec impatience pour une raison particulière, c'est que depuis très longtemps, une des faiblesses de cette défense des Steelers quand même, c'était d'une part quand tu arrivais à les stretcher sur la largeur, on avait beaucoup de mal à défendre ça, notamment sur la ligne défensive et puis avec linebacker aussi. Et deuxième chose, on a toujours eu du mal avec les QB mobiles et pas forcément l'élite, hein. Bon, à la limite, Lamar Jackson, c'est celui qu'on a le mieux contenu depuis 5 ans. Mais j'ai ramené des mauvais souvenirs encore, hein. Je me rappelle d'un Terrell Pryor qui était QB avant d'être Waouh. receveur chez les Raiders, qui nous avait fait un touchdown de 93 yards, si je me souviens bien, lors Ouais. d'une défaite inattendue contre les Raiders. Voilà, en général, c'est pas un profil qui nous convient, mais on a quand même un très gros changement cette année. C'est effectivement, comme on en parlait plus tôt, le poste de linebacker, où on a, a priori, je pense que Peyton Wilson et Patrick Quinn vont jouer 99% des snaps chacun, parce que ce sera nos meilleures armes pour contrer à la fois ces courses vers l'extérieur, ces courses des QB, que ce soit par design ou par ce qu'on appelle un flush out, donc c'est la pression qui va forcer le QB à sortir de sa poche. On a souvent été très très vulnérable là-dessus. Et je pense qu'on est le mieux armé cette année pour défendre là-dessus, en tout cas mieux qu'on l'a été depuis très très longtemps. Je vais pas encore parler de Ryan Shazier, mais voilà, en général, c'est ça qu'on utilise comme période de temps pour les Steelers, c'est depuis la blessure de Shazier. Donc voilà, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Je suis impatient de voir comment on va réagir face à ce genre d'attaque. Comme tu le dis, Thomas aussi, il y a ce petit côté préparation pour les Ravens, quelque part avec des profils similaires. Donc je pense que c'est un match qu'on n'aurait pas coché en début de saison comme un match clé pour les Steelers. Mais au-delà du résultat qui sera important, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de ce match-là.
Ouais, c'est vraiment, moi je trouve que ça va être un des premiers gros tests qu'on va avoir là dans les prochaines semaines avec les matchs de division. Et là, on va rencontrer une équipe voilà, qui va probablement gagner sa division parce que même si l'écart derrière est pas évident, Il n'y a mais je pas crois que beaucoup, je crois qu'il n'y a qu'une victoire avec les Eagles. voilà, mais derrière, par contre, Giants et Ouais, derrière les Ligue 1 par contre. voilà, voilà, exactement. Bon, voilà, même si les Eagles, on sait que c'est solide, c'est quand même une équipe qui est à 7-2, donc non, non, on va arriver ça avec de la fraîcheur. Je suis très aussi hypé, enfin, très aussi content parce qu'on récupère énormément de joueurs importants suite à la bye week qui reviennent de blessures. Oui, c'est important, hein. Ouais, je pense à Frazier, je pense à Matakevich, je pense à Corey Trice, il y en a encore un autre, à Sutton du coup qui sort de Cordarrelle, suspension, Cordarelle voilà, Patterson aussi qui Cordarel revient. Patterson sur Special Team et au poste de run. Donc non, on récupère vraiment pas mal de forces vives et du coup on va aborder ce match-là avec pas trop d'excuses entre guillemets. On n'aura pas trop de Ouais, blessés, 2 semaines de c'est prépa vrai. et là on va voir un petit peu ce qu'on a dans le ventre. C'est vrai. On se mouille avant de terminer l'épisode. Je vais vous demander, allez, je vais vous demander un score. J'avais pas prévenu à l'avance, donc là, ça va vraiment être du gut feeling pour tout le monde, donc c'est bien. Je vous demande un score et je vous demande comment dire ça, un highlight ou un splash plays ou quelque chose comme ça, un truc qui va ressortir de ce match. Je peux me lancer en premier si vous voulez, comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Je Vas-y. vois à vos visages qu'il vous faut du temps. Je réfléchis. Le problème, c'est que j'ai pas réfléchi non plus, donc ça m'aide pas forcément, ça met un peu dans la même position. Euh, Mais non, allez, je vais dire qu'on va avoir un match assez productif. Je pense qu'ils vont scorer un peu sur nous quand même. Allez, je vais dire un 34-28 Steelers. pas mal ça. Avec en splash plays, qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Oh, bah tiens, je vais en profiter pour placer un nom que j'ai oublié de placer plus tôt. Dante Jackson, interception. J'ai presque envie de dire pick six, mais on va pas aller jusque-là. Mais ça me permet de mentionner Dante Jackson qui fait aussi un Hmm. début de saison très satisfaisant, surtout qu'on voit que l'autre partie de son trade, Deontay Johnson, les Panthers s'en sont déjà débarrassés vraiment comme un mouchoir, Bah, après, il va vivre voilà, sa meilleure vie, déjà lui. bien Il a utilisé. signé. Ouais. Non, il a pas, Ils l'ont Effectivement, on dira récupéré. pas. On dira pas c'est où il a c'est- signé, c'est pas intéressant. c'est l'opposé de la Ah meilleure vie, oui, je oui, pense. pardon, oui, 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 chez les pigeons, il a signé. C'est ça. Il est bon. Voilà. Voilà, Euh, 34-28 et interception de Dante Jackson. À vous. Moi, j'ai pas de splash play vraiment. Je vais dire, allez, une belle vieille play action avec un petit TD de Washington parce que j'aime bien le joueur Oui, et j'ai ouais, je l'impression l'avais aussi il celle-là. utilise de plus en plus. Donc on va miser sur un TD de Washington et je vais dire victoire de Pittsburgh 24-20. Je vois le truc un peu C'est moins, raisonnable. peut-être un peu, ouais, Ouais. voilà, un peu plus condensé au niveau des points. je vais dire 27-24 pour nous. Je peux te TD de proposer un qui? truc? Avec un score Ouais, de 27-24, tu sais ce qui serait beau? C'est vas-y. un field goal Boswell à de la Chris dernière. Boswell Ouais, de à la dernière 59 seconde. yards. Pour gagner Tu le vois? match. Un bon truc comme ça. On prend, vas-y, c'est bon, on prend. Ouais, c'est parfait, on prend. Ah, on prend la victoire, de toute façon, là, on prend, Ouais, on prend la Ouais, victoire. ouais. De hein. toute façon, Clairement, si on gagne 3-2, ça me va aussi, mais bon, j'espère passer des 3 heures un peu plus intéressantes quand un même. peu plus. Ouais, Ouais, exactement, c'est ouais. ça. Mais oui, Non, mais moi je Ouais, pense qu'en plus ça va être un match avec deux incroyable. semaines de travail de plus, je pense qu'un mec comme Russell Wilson là, je pense qu'on va commencer à avoir vraiment, j'espère en tout cas, je croise les doigts, mais je pense qu'on va avoir quand même plus d'amélioration, plus de fluidité, plus de répétition dans l'attaque, et j'ai quand même bon espoir que dans les semaines à venir, alors peut-être pas ce match-là, parce que bon, voilà, il faut encore, quand t'as encore une coupure de 2 semaines, bah ça rallonge un petit peu aussi tes automatismes avec tes receveurs, mais je pense qu'on va avoir un bon Russell Wilson dans les semaines à venir, je suis vraiment persuadé de ça, moi. C'est que je pense que même lui, il sait qu'il a quoi? Peut-être c'est 1 an son contrat. Bon, peut-être qu'il a Ouais, l'idée de re-signer, mais je pense que ouais, même c'est lui, il sait ça. que s'il a un dernier baroud à la, c'est maintenant. je Hmm. disais cet après-midi, à la Kurt Warner, tu vois, à la Peyton Manning Broncos, un Hmm. dernier baroud d'honneur, un dernier truc à essayer à faire, à aller chercher. Je pense qu'il a capté que c'était là en fait. Ouais. C'est cette année, voir, tu vois, et que Mm. ouais, c'est pas comme au Denver où il C'est n'avait pas de sûr. projet vraiment. Là, tu vois, je pense que là, Bah ouais, là, il est dans une équipe où il y a on va être tout à sauf, 100%. où il y a vraiment tout. Il y a tout, ouais. Voilà, il y a tout et peut-être aller sur le receveur ou sur la jeunesse de la ligne d'attaque, mais des petits bémols. Mais bon, il a vraiment tout pour essayer d'aller chercher quelque chose de bien.
Bon. Je pense que je vais spoil un peu Romain, mais ça c'est pour tout à l'heure pour m'avoir privé de mon argument, je pense qu'il y aura un futur débat sur savoir un petit peu quel est l'avenir de la franchise en quarterback, parce qu'il va y avoir quelque chose à faire à la fin de l'année, et la question de Russell Wilson va se poser, je pense, et ça va dépendre notamment des semaines à venir et de ce qu'il va nous montrer T'as, sur cette fin de saison. t'as deux QB qui sont fin de contrat en fin d'année. Les Mhm. deux ils finissent C'est cette ça, année. c'est Donc, ça, ouais, c'est ça. tu peux. Et je vous Tu t'es propose fait qu'on en échauder parle dans depuis un quelques années prochain avec épisode. ta dernière draft. Donc, On en parlera plus tard, Ça Fab, marche. de Spoil Patouif. D'une part, il faut qu'on garde des sujets pour les épisodes prochains. D'autre part, ce joli épisode de 35-40 minutes dure déjà depuis 1h23. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va souhaiter à tout le monde euh, quelques bons jours avant le prochain match et surtout un très très bon dimanche soir voilà. en espérant une issue favorable pour nos Steelers. Merci à tous les deux. Exactement. Je vous souhaite une bonne Merci soirée Martin. et puis Merci. on se reparle bientôt. Mer- Au Ciao. revoir à tous.